Alors, c'est le moment tant attendu du tirage au sort. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce que l'on va gagner avec ce tirage au sort merveilleux? Alors, le gagnant aura une invitation donc, pour le congrès de l'Ordre qui se tiendra à Paris du 28 au 30 septembre pour une valeur totale de 684 €, puisqu'en plus des droits d'inscription, sont aussi inclus les 3 déjeuners. Voilà. Bravo. C'est bien. Et petite précision, la personne, donc le gagnant pourra choisir entre 2 formules puisque le congrès est hybride cette année, donc soit en présentiel, soit en distanciel. Voilà. Alors pour les déjeuners, malheureusement, on ne pourra pas les livrer. C'est du métaverse. Peut-être vous pourrez acheter du McDo, je ne sais pas. Pas du métaverse. Donc une main innocente. C'est moi. Bien mélangé, hein. Ouh. Bien mélangé, hein. Allez, je touille. Pas trop l'hot dog. Ah. Jérôme, non. Bon. Alors, Christelle Solas Beaumont. Venez. Avec un. Oui, ben elle a laissé un chèque de 50 francs, c'est bien, 50 €. On peut l'applaudir alors. Bravo. Je vous en prie. Bravo. C'est bien vous, hein, c'est votre écriture. Oui, c'est moi, c'est mon écriture. Bon. Ben alors, ça se caractérise comment là? Alors, je vais prendre en photo votre bulletin et puis vous allez être contacté pour pouvoir avoir cette. Alors, en virtuel ou en... Non, en présentiel. Un présentiel. Donc elle mange. Je mange, oui. Non, je voulais pas le McDo. Oui. Ah, les photos. Merci Jérôme, j'ai essayé de te faire gagner. Ouais, je vais prendre en photo votre bulletin. Vous pouvez le garder. Hein. Oui, je vais le garder. Mais je vais le prendre aussi en photo. Et je vais prendre en photo vous, si ça vous va. Ah, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Et merci à tous les participants. Merci. Et voilà, il faut repartir avec sa grosse urne. Exactement. Voilà. Merci. Voilà. Bravo. Donc nous passons au dessert. Pascal Castanet, vice-président de l'Ordre Occitanie. Qui roule un véhicule électrique, hein? C'est bien moi. Voilà, c'est bien toi. Voilà, bravo. Écoute, je te laisse la Bonjour à parole tous. pour une petite session assez intéressante encore. Hein. C'est-à-dire, tu veux que je fasse monter encore la température un peu? Vas-y, On y va? monte. Bon, je pense que vous n'avez pas froid. Et donc, on va encore monter d'1 degré. Alors, pour ça, on va commencer par... je vais vous expliquer... Oh. On va y arriver. Si vous pouvez scanner, simplement. Ça va vous amener sur 9 questions. Et je vais vous demander d'y répondre. On vous donnera les résultats, en fait, à la fin. Ça va permettre un peu de voir l'état de vos connaissances en cyber, où vous en êtes dans vos cabinets. Donc, essayez. C'est bon, ça marche? C'est bon? Donc, vous avez des questions, allez-y. Je vais vous laisser 3 minutes pour y répondre. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je vous rassure, mettez pas... Non, essayez de le faire au plus juste, parce que nous, ça va nous permettre aussi, on vous donnera les résultats et de voir un peu où vous vous positionnez en cybermenace. Ça marche? Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Tout le monde a réussi à se connecter, c'est bon?
Allez, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à cette conférence sur la cyber. Alors, après avoir fait un voyage en 2031, après avoir voyagé dans le métaverse, et après les références philosophiques de Stéphane, il va falloir être à la hauteur. On va essayer. Alors, moi, j'ai suivi pas mal de conférences sur la cyber. Et le truc, c'est que souvent, ce qui se passait, c'était quoi? C'est qu'on partait, on était super motivés, on se disait, on va mettre des choses en place, on va se prémunir. Et une fois qu'on était dans le cabinet, eh ben, on ne savait plus comment faire, on ne se rappelait plus. Donc le but de cet atelier, c'est que ça soit hyper pratique. N'hésitez pas à poser des questions. C'est aussi ça. Le support va vous être remis à la fin. Donc n'ayez pas de problème. Les notes, vous n'avez qu'à suivre. Et pour m'accompagner, pour essayer de voir comment mettre en place une vraie stratégie cyber-résilience, ben oui, on va parler de cyber-résilience. Alors tout à l'heure, vous n'avez pas compris tout, là il va falloir comprendre tout, hein, parce que c'est important. Et pour ce faire, je vais être accompagné de plusieurs personnes, plusieurs intervenants. Alors on va parler bien sûr de la stratégie cyber, et surtout les points clés d'une approche globale. Avec deux pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire avant d'être attaqué? Et malheureusement, le jour où ça arrive, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est attaqué? Alors pour ce faire, plusieurs intervenants, je vous l'ai dit. La première, je la remercie énormément. Elle est charmante mais redoutable. Si vous êtes convoqué dans son bureau, c'est peut-être pas bon signe. Quoique, ça dépend. Je demande à Corinne Belda de me rejoindre. Donc, commissaire divisionnaire, vous pouvez l'applaudir. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Donc, responsable, vous le voyez, hein, Ouais. criminalité financière. Donc, elle est vraiment dans notre domaine. J'en connais quelques-uns, oui. Le moins possible. Non, mais on travaille Alors, ensemble. on travaille main dans la main entre l'ordre et la police, notamment pour faire la chasse aux illégaux. Voilà. Donc, je crois qu'on peut l'applaudir pour tout le travail. Et vous voyez les condamnations qu'on peut avoir dans la région. Le deuxième intervenant, il s'appelle Tonino Zita. Alors, pour ceux qui ont mangé avec lui hier, vous avez compris qu'il est à peu près capable de s'infiltrer un peu partout. Ne laissez pas traîner vos téléphones, s'il vous plaît. Ni les ordinateurs. Hein, ni les ordinateurs. Caroline confirme, ça peut être un peu dangereux. Tonino, tu nous rejoins? On peut l'applaudir également. Ça y est, il a mis son téléphone en route. C'est pour recevoir les réponses. Troisième intervenant. Alors lui, c'est le sauveur. C'est celui qu'on appelle quand on est en panique. On peut l'applaudir. Cédric Thévenot. Cédric, directeur Verspiren, directeur des spécialités, et entre autres, il s'occupe de toute la partie cyber. Et une fois qu'on a des intervenants qui sont au quotidien dans la cyber, on a des personnes qui sont de temps en temps, le moins possible, confrontées à la cyber. Et pour ça, je vais appeler notre victime chanceuse, Guillaume Bourderolles, expert comptable, commissaire aux comptes. Alors, je le remercie au plus haut point. Pourquoi? Parce que ce n'est pas évident de venir témoigner quand on se fait pirater. Il vous expliquera un peu comment il a vécu, avant, après. On était en train de... Pendant, surtout. Et on était en train d'en discuter un peu en off. C'est un sacré dossier. Tu as eu quand même une belle attaque. Et c'était pas si vieux. demande de rançon apparemment qui a eu lieu jusqu'à présent. Et c'est en Occitanie. Guillaume est de Montpellier. Hein. Ah ouais. Il se présentera un peu plus tout à l'heure. Alors, on va commencer avec Caroline. On a vu, ils avaient un stand, on a vu avec le réseau Cybermenace. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'est ce réseau
Et quel est son rôle? Alors, ce réseau, c'est un réseau mixte. Il est organisé, le support, c'est la police judiciaire, puisque c'est la police nationale qui se propose de venir vous porter la bonne parole, entre guillemets. Et porter la bonne parole, donc c'est à destination des petites et moyennes entreprises essentiellement, et également des petites collectivités territoriales, parce que le reste du spectre est déjà couvert par l'ANSSI ou par d'autres interlocuteurs. Mais les petites entreprises, et quelque part souvent les cabinets comptables sont des petites entreprises, sont souvent un petit peu délaissées, et on voulait essayer de prévenir le risque cyber. Alors, ce système de réseau de référents des cybermenaces de la police nationale, je vais dire des bêtises, de la police judiciaire en tous les cas, il est mixte parce qu'en fait il y a des policiers actifs, dont je fais partie, avec un commissaire référent et des investigateurs en cybercriminalité qui sont des officiers de police judiciaire que vous pouvez retrouver éventuellement dans les dépôts de plainte, mais très spécialisés. Et il y a des membres de la société civile. Tonino en fait partie, et j'ai d'autres membres du réseau qui sont ici présents et qui nous aident vraiment beaucoup. Donc j'aimerais juste qu'on les voit bien et qu'ils se manifestent. Il y a Younes qui est ici, et il y a Clément qui est là. Voilà. Alors, ce sont des membres de la société civile, donc il y a des chefs d'entreprise comme Tonino, mais il y a également des DSI dont la spécialité et le boulot, c'est vraiment la sécurité informatique. Et là, on est plutôt dans le chef d'entreprise, et le DSI, c'est plutôt Younes. Mais on a aussi des gens qui font partie de grandes sociétés et qui font de la prévention. Clément, je ne donnerai pas forcément son organisme, mais c'est une compagnie d'assurance, et effectivement, ils font de la prévention. Et après, on a des gens qui sont de bonne volonté. On a des banquiers, on a des gens qui ont juste envie de nous aider et qui sont avec un petit peu de temps et de disponibilité et qui viennent parler aux chefs d'entreprise, aux salariés et aux DSI, comme nous, on ne parlerait peut-être pas suffisamment bien. Parce qu'on connaît ce qui arrive, ce qui vous arrive quand vous êtes attaqué, comment on peut vous protéger un petit peu, mais le message passe moins bien que si c'est quelqu'un qui fait partie des vôtres. Et pour ça, des fois, on est aussi aidé par l'ordre des experts comptables et par les commissaires aux comptes, parce que dans les gens qui viennent nous aider, il y a aussi des gens qui sont vos confrères, vos consoeurs. Pascal, je rabats, mais j'ai une commissaire aux comptes qui est vraiment partie proche du réseau, Madame Lozano, et il y en a d'autres sur Paris, parce que c'est un réseau national. Donc on est là pour vous aider, on fait des sensibilisations, on essaye de faire des pré-diagnostics, on ne fait pas de la concurrence au privé, ce n'est pas le but du jeu, mais d'attirer votre attention sur, sur les risques qui sont ceux de la cyber dans vos propres cabinets. On est venu voir l'ordre, ils se sont sécurisés depuis, on va dire ça comme ça. Et alors on ne peut pas être partout, évidemment, c'est un travail de longue haleine, on vous invite à avoir des experts pour que vous soyez à fond. Mais si on peut attirer votre attention sur certains points, et vous aurez un petit peu plus loin une liste de questions où ça serait bien que vous vous mettiez un petit peu à la page pour voir ce qu'il en est de votre propre sécurité, c'est pas mal. Parce que le but du jeu, c'est juste d'éviter que vous soyez victime. Vous serez attaqué, c'est sûr. Vous l'êtes en ce moment même peut-être, et vous le serez de toute façon si ça n'a pas déjà été fait. Mais si vous pouvez vous prémunir un petit peu et savoir comment réagir en cas d'attaque, déjà le préjudice sera un peu moins conséquent ou proche du néant. Et quand on sait qu'on est ciblé et qu'on est attaqué, si on ne se protège pas, le coût financier, le coût humain, il est énorme des fois. Il y a des gens qui ne se remettent jamais, des sociétés qui ne se remettent pas non plus, et il y a des gens qui passent qui se suicident ou autre chose. Oups, ce n'est pas du tout ce que je vous souhaite, donc prémunissez-vous. Et si on peut vous aider, si on peut vous accompagner en amont et éventuellement en cas de coup dur en aval, n'hésitez pas. Voilà. Merci Caroline. Alors je précise, comment on appelle ça, un audit de maturité. Alors ça, c'est pas nous, attention. Non, moi c'est un pré-diagnostic avec des petits points rouges, des petits points clés qui tient en moins de 2 heures pour juste vous dire attention, faites attention. Et prenez contact avec un spécialiste dont c'est le métier. Simplement, voilà, ils sont venus à l'ordre parce que je pense que c'est important aussi que l'ordre soit sécurisé et qu'ils nous sensibilisent aussi et sensibilisent un peu tout le monde sur la problématique cyber. Et c'est le rôle du RCM et ils sont venus donc voir un peu, nous sensibiliser là-dessus. Et on les en remercie. Alors, et moi d'autant plus que je suis l'assureur de l'ordre. Et donc je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce travail en amont pour que nous n'ayons pas de déclaration de sinistre, tout simplement. En fait, on est tous liés. Si vous vous protégez, il est heureux, nous aussi, c'est super. C'est ça. Alors Tonino,
Un état de la cybermenace à l'heure actuelle. Alors, on le voit, hein, on entend beaucoup de choses. On a une guerre qui s'est déclenchée, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On entend que ça a déclenché beaucoup de choses. C'est vrai, c'est pas vrai. Quel est ton ressenti sur la cyber? Vous avez des chiffres au travers de la police nationale, entre autres. Comment tu ressens l'état à l'heure actuelle de la cybermenace? Alors, elle est grandissime à un niveau exponentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain. Ça, il faut bien le comprendre. D'il y a 3 ans en arrière, on ne travaille plus de la même façon en termes d'entreprise. Les chiffres parlent. Voilà, vous avez par exemple, je peux prendre ce micro, peut-être ce sera plus facile pour moi. Voilà, vous avez c'est écrit trop petit. C'est écrit trop petit, c'est ça? Non, c'est que je vois rien. Je vois plus de loin que de près. C'est plus utile. Donc, en fin de compte, ici, vous avez une cartographie qui vous explique. Alors, elle n'est pas animée parce qu'on n'a pas de réseau, mais ça vous donne la cartographie mondiale de toutes les attaques cyber. Si on anime cette carte, vous allez voir le nombre d'attaques qui se vont à la seconde. C'est grandiose. C'est vraiment pire qu'une PlayStation. D'accord. Ensuite, vous avez des chiffres qui sont sur le premier camembert qui représentent 52% des entreprises qui sont les plus grandioses. C'est-à-dire que ces entreprises, elles représentent toutes les petites PME, les PMI, les ETI qui sont en France. C'est 52% des entreprises. C'est énorme. Donc, quand les gens me disent oui, mais ce sont les entreprises du CAC 40, des grandes entreprises, etc., c'est faux. Ce sont en premier ces petites entreprises. Ensuite arrivent derrière les collectivités territoriales et toute la suite. Mais ce qui est important, c'est ici en bas le tableau. Hein, vous avez 38% des attaques, ce sont des malwares. Ça, c'est une première chose que peu de gens peuvent détecter parce qu'il faut avoir un système vraiment sécurisé, protégé. Par contre, ce qui est important derrière, c'est que vous avez à 22%, ce sont toutes les problématiques liées aux applications métiers, aux logiciels, et ensuite se suivre de 13% les autres anomalies. Mais vous avez, alors je ne vais pas commenter tous parce qu'on va gagner du temps, mais le 6% derrière la dernière ligne est aussi très important, c'est l'humain. Donc on verra pendant tout le déroulé qu'à la fois il y a la partie matérielle, il y a la partie logicielle, les applications métiers, mais également les paramétrages, mais aussi le côté humain. Et le côté humain fait partie des 6% des attaques. Donc l'objectif, comme l'a rappelé tout à l'heure Caroline, c'est de pouvoir à la fois sensibiliser vos collaborateurs, sensibiliser et former vos clients aux risques cyber. Vaut mieux l'anticiper. Aujourd'hui, Caroline l'a dit, on ne peut pas dire quand, personne ne le sait. Ça, c'est pas possible. Hein. Celui qui connaît la réponse, on a eu un jour un monsieur qui avait inventé un système fait exceptionnel qui pouvait détecter les malwares. Donc on attend toujours son compte-rendu. Mais l'humain, c'est important parce qu'il y a toujours entre un clavier et un siège une personne qui va cliquer. Donc apprendre à ses collaborateurs à savoir reconnaître un phishing, reconnaître, et puis ne pas être trop en amont, parce qu'on est tous à fond dans les manettes, on travaille très vite. Donc il vaut mieux prendre aujourd'hui un peu plus de recul. Et dans le déroulé, on va vous montrer les bons gestes qu'il faudra mettre en place dans vos cabinets, auprès de vos clients, pour que vos clients perdurent. Si demain, les 52% s'arrêtent, on peut arrêter l'économie française. Ça, il faut être clair, c'est vraiment important. Et le phénomène de la cyber, suite aux problématiques de guerre de pays, forcément, c'est une porte ouverte aux attaques. C'est une légitimité, entre guillemets, pour pouvoir attaquer les autres pays, qu'ils soient étatiques, que ce soit les entreprises, etc. Tout est fait pour faire de l'argent. Alors, je crois que oui, il y a la guerre, mais il y a eu un autre phénomène aussi qui a joué pas mal quand même, c'est le confinement, avec tout les télétravail et les liaisons à distance. Alors, le confinement, bien entendu, qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement? On a demandé aux collaborateurs de travailler depuis chez eux. Vous avez été les premiers à travailler depuis chez eux, depuis chez vous, mais comme beaucoup d'entreprises. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a levé toutes les barrières de sécurité, une grosse partie des barrières de sécurité. On a autorisé des gens à travailler avec leur ordinateur personnel en se connectant par leur Wi-Fi sur le système d'information de l'entreprise. On a oublié de faire la séparation du professionnel et du privé. Donc ça a été l'ouverture à tout. Ben, les pirates, eux, n'attendaient que ça et sont rentrés droit dedans. La problématique de ça, c'est que bien souvent, lorsque tous ces ordinateurs sont revenus dans l'entreprise, qui a pensé à refermer les barrières? Combien d'entreprises ont pensé à refermer les droits de cette ouverture? Ça a été une douane ouverte, on va dire, puisqu'on fait partie de l'Europe, c'était l'Europe totale, c'est-à-dire sans frontières, il n'y a plus eu de contrôle, et nombre d'entreprises se sont fait attaquer par rebond, on le verra pourquoi. Hein, c'est simple, si vous avez un ordinateur à la maison, vous avez des enfants qui consultent des jeux ou font des téléchargements illégaux ou cliquent sur les mauvais liens,
et qui le font en plus depuis votre ordinateur par le Wi-Fi, faut savoir qu'un malware, ça s'est remonté un chemin. Alors je prends souvent l'exemple du Covid. Le Covid, personne ne l'a vu. Il a infecté la planète entière. Et aujourd'hui, le coût économique du Covid, il n'est pas chiffrable, mais il est en milliards de dollars. Ça sera pareil au niveau de la sécurité. Il faut savoir que le PIB mondial de la cybercriminalité, c'est le 3e. 3e place mondiale. Donc pour vous dire à quel point ça coûte énormément d'argent. Et mon collègue vous en parlera tout à l'heure. Alors justement, je crois qu'on a fait un focus un peu général sur ce qui se passe au niveau international. On va rentrer un peu plus dans le détail de notre profession. Donc, comme je vous l'ai dit, Cédric, un groupe Verspiren. Verspiren, c'est le contrat groupe des experts comptables qui a été négocié. Il vous le précisera, mais de tête, je pense que c'est à peu près 15 000 experts comptables couverts sur 22 000. Ça veut dire que les chiffres qu'il va nous présenter, et qui sont là, devraient refléter à peu près ce que les sinistres qu'on a eus. Voilà. Et vous allez sans doute voir en haut du graphique un chiffre qui va vous surprendre par rapport justement au nombre de clients que nous avons aujourd'hui. Alors on ne va pas parler des experts comptables inscrits au tableau, parce qu'effectivement, vous êtes environ dans notre portefeuille 15 500, je crois, à date. On va parler bien évidemment des structures, donc des 8 800 cabinets que nous avons comme clients. Ce sont ces cabinets qui se font attaquer. Et ce sont ces cabinets qui sont couverts par, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, assez important, environ 70% de la profession, qui sont couverts avec, depuis le 1er juillet 2016, une extension cyber qui est intégrée dans votre programme de responsabilité civile. Je ne vous poserai pas la question, parce que je la connais déjà, de savoir combien parmi vous sont assurés au contrat groupe. Il y a à peu près 70% de la salle qui va se lever. En tout cas, il y a beaucoup de collaborateurs qui ne sont pas forcément au courant de qui est leur assureur. Donc, je demande aux experts comptables aussi d'informer leurs collaborateurs, pas seulement sur l'existence de qui est leur assureur, mais sur l'existence, lorsque l'on est au contrat groupe, de l'existence de cette garantie cyber, alors que dans plus d'un cas sur deux, nos propres clients qui se sont assurés par l'intermédiaire de Verspiren ne savent pas qu'ils détiennent une garantie cyber depuis le 1er juillet 2016. Je referme la parenthèse. Donc on a 8 800 cabinets, et depuis le 1er juillet 2016, vous le voyez, il y a seulement 258 sinistres. Ça ne veut pas dire que tous nous ont été déclarés, justement parce qu'un certain nombre d'entre vous ne savaient peut-être pas qu'ils bénéficiaient de cette garantie-là. 258 dossiers, je rebondis sur ce que tu viens de dire. On s'attendait, nous, et on surveillait ça comme le lait sur le feu, à ce que la période de la Covid entraîne effectivement une dégradation extrêmement sensible de la fréquence. Vous le voyez aussi apparaître sur 2019 versus 2020 versus 2021. Vous ne vous amusez pas à compter, même si vous êtes des experts comptables. Il y a 35 dossiers sinistres en 2019, exactement le même chiffre en 2020, et un tout petit peu moins en 2021. On est à 33 dossiers. Je ne vous parlerai pas des chiffres de 2021 parce qu'il nous faut en moyenne 18 à 24 mois pour solder des sinistres de cette importance. Même si ils ne sont pas très nombreux, ils sont tous extrêmement complexes. Ce que je peux vous dire, et c'est le chiffre qu'il faudra retenir, c'est qu'effectivement, si nous avions 35 dossiers en 2019, ils nous ont coûté, ou en tout cas ils ont coûté à l'assureur MMA, 335 000 €. Ça fait une moyenne, vous l'aurez déjà calculé, d'un peu moins de 10 000 € par dossier. Ça n'est qu'une moyenne. Nous avons exactement le même nombre de dossiers en 2020, si ce n'est que le coût s'envole, et on est à 923 000 € pour le même nombre de dossiers. Coût moyen, 32 000 €. Nous nous attendons, compte tenu des réserves que nous avons sur 2021, à ce que le coût dépasse pour l'exercice 2021 même nombre de dossiers. Donc, parce que vous avez sans doute été l'une des activités dans l'économie française qui n'avaient pas cessé de travailler pendant la Covid, et pour cause, vous avez même plutôt beaucoup plus travaillé pour vos clients avec les PGE, etc. Je confirme. Je crois qu'ils peuvent tous confirmer. Vous avez donc jamais cessé de travailler, et la plupart des sociétés que nous avons vues, puisque Verspiren, c'est 2400 collaborateurs, on est le 3e courtier du marché français, il y a énormément d'entreprises qui bénéficient des garanties cyber que nous avons développées et qui ont été attaquées pendant cette période avec les clés USB qui reviennent virusées, etc., etc. Vous, pas. En tout cas, pas plus, pas moins que ce que vous aviez avant la Covid et ce que vous avez depuis, on va dire, une sortie progressive de la Covid. Mais le coût augmente. Nous le surveillons également pour que
nous nous adaptions avec l'assureur au montant garanti. On en reparlera un petit peu plus tard de ce pourquoi vous êtes garanti. Aujourd'hui, et à l'exception peut-être de ce que vous dira Guillaume, nous garantissons les rançons avec un certain plafond, mais dans toutes les attaques depuis le 1er juillet 2016, Guillaume a été celui dont la demande de rançon a été la plus élevée. Sans doute aussi à cause de la fluctuation des cours du Bitcoin. Le Bitcoin, quand il est arrivé en 2008, il valait 1 centime d'euro, enfin l'équivalent à peu près. Il est monté en novembre 2021 à 67 000 euros, le Bitcoin. Donc il est évident que quand on réclame 3 Bitcoins à l'équivalent 67 000 euros, alors le pauvre Guillaume, lui, on lui en a réclamé 140 000 euros, enfin équivalent euros, ça fait toute la différence. Nous avons réglé, il y a de cela 2 ans, un sinistre où ils ont réclamé, et on a été obligé de le faire. Je vous en parlerai aussi, c'est dans moins de 2% des cas qu'on règle les rançons. Et on ne les règle que entre la peste et le choléra, que quand l'assureur nous dit qu'effectivement il n'y a pas d'autre solution et que l'autre solution serait peut-être plus coûteuse. Mais seulement dans 2% des cas. Eh bien, on a payé 5 bitcoins et les 5 bitcoins représentaient 10 000 euros. Donc, tout dépend de la date à laquelle ça se fait, sachant que dans ces plus de 900 000 euros aujourd'hui, on a une répartition à peu près équivalente. Alors, on ne projette pas les chiffres pour ne pas vous en inonder, puisque vous faites ça au quotidien, on ne va pas en rajouter. Mais c'est grosso modo la reconstitution de données qui pèse pour 50% des coûts et la gestion de crise. La rançon en elle-même, c'est entre 1 et 2% sur la totalité de nos dossiers, en termes de coûts. Mais c'est vraiment, et quand on parle de gestion de crise, ce sont tous les honoraires des experts qui sont mis à votre service, tous les prestataires informatiques pour vous aider. Et quand on parle d'experts à vos côtés, c'est également un expert qui va prendre la main pour négocier avec le hacker. Ce n'est pas vous qui allez le faire, rassurez-vous. C'est également cet expert mandaté par l'assurance qui bénéficie, si jamais nous en avions besoin, d'un petit stock de Bitcoin pour ne pas avoir à attendre que vous puissiez en acquérir. Il les possède. En moyenne, il faut 8 jours pour obtenir un transfert de Bitcoin, et puis vous rajoutez à cela même les négociations. Nous avons effectivement affaire à une firme mondiale qui réagit comme une firme, et nous avons en face de nous des gens qui parfois ne négocient pas. Je vais citer 2 anecdotes, peut-être arrivé à certains d'entre vous d'ailleurs. Pendant 8 jours, on n'a plus eu aucune nouvelle du hacker, alors que les discussions étaient plutôt positives et qu'on parvenait à avoir en face de nous quelqu'un qui comprenait qu'on ne pouvait pas lui payer les montants qu'il exigeait. Puis pendant 8 jours, plus de son, plus d'image. Et là, on a commencé à trembler. On s'est dit, on l'a fâché. Non, il est revenu 8 jours plus tard, nous indiquant que lui aussi, il avait le droit à des vacances et qu'il n'avait pas à nous prévenir. Bon. Et puis une autre fois, il exigeait l'équivalent de 100 000 euros. Et là encore, il était persuadé que le cabinet qu'il venait d'attaquer, parce que je vous rassure aussi, jusqu'à présent, je touche du bois et de la peau de singe, vous n'êtes pas visé. Ce sont des attaques de masse qui vont effectivement vous pénétrer, hacker vos systèmes, mais ils ne savent absolument pas à qui ils ont affaire. Ça n'est pas le cabinet truc ou le cabinet machin qui est spécifiquement visé. Eh bien, ils avaient l'impression qu'ils étaient rentrés dans un cabinet d'avocats. Donc on discutait, on négociait en disant non, c'est un pauvre expert comptable, il n'a pas les moyens, un cabinet d'avocats. Et il réclamait toujours 100 000 euros. Et il a fini par nous expliquer qu'il avait un bon de commande entre les mains pour sa voiture de luxe et qu'il n'était pas question de négocier parce qu'il l'avait commandé et qu'il avait besoin de 100 000 euros. Point. Voilà, on a en face de nous affaire à ces gens-là. Caroline, tu voulais intervenir ? Oui, je voulais juste, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Je voulais juste vous dire qu'effectivement, vous n'êtes pas visé pour le moment, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais comme expert comptable. C'est des campagnes massives d'attaques qui vous attaquent comme d'autres sociétés et vous pouvez même être touché à rebond. En revanche, prémunissez-vous, ça c'est sûr. Et si vous êtes attaqué, alors le coût de payer la rançon, en tant que police judiciaire, je ne peux pas vous l'inciter à faire. Parce que si vous payez, vous n'êtes pas sûr non plus d'être débloqué. Absolument. Alors, donc ça, il faut le savoir. Hein. Je crois qu'on n'est pas sûr d'être débloqué, mais en plus, on passe dans une catégorie VIP, je crois. C'est ça ? Et vous pouvez revenir comme en 2e semaine. Vous pouvez être attaqué de plus. Quand Alors, vous avez déjà payé, un bon vous êtes un payeur bon payeur. repérera. Ouais. Alors, il y a même un double effet qui se coule aujourd'hui. Les hackers ils ont toujours une espèce de train d'avance sur nous. Ils vont commencer par s'introduire dans votre système et ils vont dérober des données, sans que vous en ayez conscience.
Et au moment où ils vont crypter vos données, ils vont exiger la rançon pour vous envoyer la clé de déchiffrement. Et effectivement, Caroline, il n'y a aucune certitude de pouvoir avoir la clé de déchiffrement en échange du paiement de la rançon. Si ce n'est qu'ils vont pas scier vraiment tout de suite la branche sur laquelle ils se sont assis. Donc jusqu'à présent, en tout cas dans les 2% que l'assureur a dû payer, on a obtenu la clé de déchiffrement. Et puis ils viennent effectivement quelques jours plus tard en vous disant « mais voilà la preuve que j'ai toutes ces données de vos clients. Si vous ne me payez pas une seconde fois, et puisque vous avez eu les moyens de payer, je vais vous demander un peu plus cette fois-ci, et si vous ne le faites pas, je vais communiquer sur les réseaux les données que je vous ai volées. Vous voyez les données fiscales de tous vos clients répandues sur les réseaux et les conséquences que cela peut avoir en termes de responsabilité. Je ne parle pas du RGPD, voilà. Et de confiance. Parce que si vous perdez la confiance, vous avez perdu vos clients. Je dis pas de bêtises. Ben, je crois qu'on est le premier partenaire de confiance, oui. Donc, si on perd la confiance, on perd beaucoup de choses. Au cas où il y aurait une petite question sur le graphique qu'on vous a présenté un petit peu en amont, il y avait une colonne extrêmement haute. Qu'est-ce que c'est que ça, cette espèce d'Empire State Building? En fait, vous le répéterez pas, hein, il y a eu 25 dossiers sur une seule attaque. C'était le site Je Déclare qui s'est fait attaquer. Ils sont partis un peu là hier. C'est bon, on peut se lever. Donc on a fait l'état des lieux, simplement pour vous montrer, vulnérabilité, vous le voyez, 70% sur des problèmes matériels, parce que les gens n'ont pas sécurisé au travers de VPN. 30% ce sont des mails, vous savez, le collaborateur, l'expert comptable qui clique sans savoir. Voilà. Et on voit sur les 120 dossiers, vous voyez que la majorité c'est des ransomware. Donc la menace prioritaire pour nous, on est vraiment sur le ransomware dans notre profession. C'est une des attaques la plus violente, mais la plus lucrative pour un pirate. Derrière un pirate, il y a une vraie organisation qui est structurée. Vous avez des gens qui sont là pour coder, vous avez des gens là qui font du renseignement, il y a des gens qui vont être là pour extraire la donnée. Ce sont des structures, ce sont des organisations mafieuses. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et quand on fait une attaque par ransomware, le cryptage des données, aujourd'hui, est d'une profondeur et d'une puissance telle qu'il est même impossible de décrypter les clés. Ça, il faut être clair. Hein, on a eu des clés, nous, jusqu'à, si tu me rappelles, Younes, jusqu'à 72 caractères. C'est-à-dire, c'est le mot impossible. Et là, il s'écrit. Et l'avantage pour lui, c'est qu'une fois qu'il a crypté, il faut bien comprendre que lorsque je vois le graphique, j'en ai parlé tout à l'heure à Pascal, ne pensez pas que, parce que votre graphique chute, que vous n'avez pas été infiltré. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'ils font aussi ce qu'on appelle du coffre-fort, c'est-à-dire du frigo. Dans notre langage à nous, c'est du frigo. C'est-à-dire qu'on peut très bien infiltrer monsieur. OK, aujourd'hui, il a une valeur, on sait, voilà, on connaît les failles de son système. Puis on va aller infiltrer monsieur, madame. Et puis un jour, on dit, tiens, on reçoit une commande. Ça marche comme ça dans ce business-là. Et puis, on va commencer à taper 1, 2 ou 3. Mais ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas été piraté. L'exfiltration des données, c'est la première chose qu'on fait lors d'une attaque cyber. Le cryptage, c'est juste pour vous embêter, pour prendre un deuxième cachet. Donc, une fois que vous avez exfiltré les données de tous vos clients, il faut savoir que ces données, vous ne le savez pas, mais elles sont automatiquement revendues. Je préfère vous informer. Il y a des bases de data qui sont puissantes, qui sont très riches et qui sont elles-mêmes revendues à des millions d'euros sur le dark. Donc, sécuriser en amont, anticiper une attaque, ça vous évitera d'avoir déjà de la fuite de données et ensuite d'avoir un ransomware avec toutes les conséquences qu'on pourra partager avec monsieur. Alors justement, on en vient à l'expert comptable, victime chanceuse. Guillaume, je ne sais pas si chanceuse est vraiment appropriée. Ça s'est quand même finalement pas si mal terminé, donc ça aurait pu se terminer beaucoup plus mal, à mon sens. Et au tien aussi, je pense. Ton cabinet, il était comment? Parce qu'on a tous des cabinets. Est-ce qu'on est préparé? Moi, j'ai entendu Caroline qui disait la question n'est pas de savoir si, mais quand on va être attaqué. Donc il faut se préparer. Tu étais préparé? Tes collaborateurs, par exemple, est-ce qu'ils étaient sensibilisés? Est-ce que tu avais un prestataire informatique qui connaissait le sujet? Tes sauvegardes, est-ce que ça allait? Alors, oui, je pensais. En tout cas, je pensais être totalement protégé. Dans la structure, donc on est un cabinet qui est réparti sur 3 sites, une trentaine de collaborateurs.
avec un serveur qui est centralisé, des connexions distantes des différents sites sur le site principal. Donc un schéma que pas mal d'entre vous doivent avoir. Au niveau de l'informatique, on a pris des prestataires, hein, donc on ne gère pas ça en interne. Donc on avait un prestataire informatique qui gérait toute notre maintenance, la gestion des mots de passe, qui gérait toute la sécurité, on va dire, basique. Il gérait aussi les sauvegardes, donc ça on en fera un point après. Et j'avais mon prestataire téléphonie, hein, celui qui gère la fibre, qui avait un contrat et qui doit gérer notre pare-feu, tout simplement. Donc j'étais associé avec des gens qui sont quand même qualifiés pour suivre ça. En termes de sauvegarde, je pensais aussi qu'on avait quelque chose de très très fiable, hein, à savoir que j'avais une sauvegarde qui était faite quotidiennement sur un disque NAS. Le NAS était lui-même répliqué sur un autre NAS. Et en plus, j'avais une sauvegarde qui remontait dans le cloud. Donc pour moi... C'était pas mal sur le principe. Et tu es en train de dire que 99% des cabinets ici présents ne sont pas sécurisés. Je n'ai rien dit, je le pense très fort. Donc voilà, j'avais quand même un niveau de sécurité que je pensais assez confortable et qui a été testé parce que par le passé, on a eu déjà deux petits cryptos qui nous ont infiltrés. Vous savez, les fameuses pièces jointes de mail. Hein, quand on a une trentaine de collaborateurs, c'est parfois compliqué. Il y en a toujours un qui va cliquer sur la mauvaise pièce. Pour la petite histoire, il faut savoir que la deuxième fois, l'attaque, le clic sur la pièce jointe a eu lieu 1h30 après une réunion que j'ai faite sur la cybersécurité. Et ça, c'est véridique, hein, ça s'est passé. Donc les deux fois, on avait pris les premiers gestes, hein, on débranche l'ordinateur de réseau, on essaye de tout isoler. On contacte notre prestataire informatique qui remonte une sauvegarde. On va dire les deux premières fois, plus de peur que de mal, on va dire quelques heures perdues de production. Mais donc, le schéma de reprise d'activité ayant été, en tout cas je pense, validé, à part faire des réunions où on remettait une couche sur la problématique de la pièce jointe, j'en étais pas allé plus loin que ça. Et en termes d'assurance, est-ce que tu savais sur quoi tu étais couvert ou pas du tout Je faisais une confiance aveugle à l'ordre. Donc, j'avais pris le contrat groupe. Et très sincèrement, non, je n'étais pas plus au courant que ça des niveaux de couverture. Et juste une question, est-ce qu'il y avait eu dépôt de plainte ou signalement ou pas? Non, parce Les qu'en fait, deux premières fois, non. Voilà, et ça aussi, c'est quelque chose, il y a un chiffre noir, gris, ce que vous voulez, mais il y a beaucoup de victimes qui ne déposent pas plainte et qui ne le disent pas par peur des retombées. Donc il y a les chiffres et puis il y a la réalité. Une question, Caroline. Ton service, c'est combien de personnes sur la cyber? Plus les réservistes ou sans les réservistes? Sans les réservistes. Sans les réservistes, j'ai 2 ICC. C'est donc, chaque fois que deux investigateurs spécialisés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous êtes crypté, déposez plainte. Parce que ça veut dire que derrière, comme il y a très peu, vous le voyez sur les assurances, sur tout ça, il n'y a pas forcément beaucoup de plaintes parce qu'on n'ose pas porter plainte. Derrière, les services sont limités aussi, que met l'État. C'est quand même important de porter plainte. Si vous ne portez pas plainte, déjà, on ne connaîtra pas vos problématiques. Le fait de porter plainte, ça permet de remonter des informations dans nos services, qui ont des compétences assez particulières, avec des logiciels relativement puissants, et ça permet de croiser. C'est-à-dire qu'une plainte qui peut arriver dans ce côté-là de la salle, elle va arriver dans notre service, elle va être travaillée. Pour l'instant, peut-être que ça ne va pas donner du résultat. Une autre plainte va arriver là, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on va faire ce qu'on appelle des croisements, d'accord, pour le même problématique d'attaque, la même façon d'attaquer, avec des adresses IP. On va récupérer des informations sur vos systèmes. Ces informations, pour nous, elles sont capitales. Pour vous, c'est du vent, c'est des logs, c'est de l'information virtuelle pour vous, mais pour nous, ces informations-là sont vraiment importantes. Donc, s'il n'y a pas de dépôt de plainte, je vais être très clair, il n'y aura jamais d'action de la police judiciaire. Ça, il faut être transparent là-dessus, hein, on est d'accord. Et après, on dit que fait la police. Alors moi, je défends un peu les PJ, et puis je défends mes collègues. Par contre, lorsque les gens commencent à comprendre qu'il faut vraiment déposer plainte et qu'il y a une méthode de récolte de données, de savoir bien réagir quand vous faites hacker,
Je ne vous le souhaite pas, parce que monsieur l'a vécu, et nous on le vit aussi à travers les gens chez qui on intervient. Toutes ces informations ont vraiment une importance grande, parce qu'elles sont sur le plan national. Caroline, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, mais on a aussi des accords avec les autres pays. Donc ce qui fait qu'avec tous les autres services, il y a vraiment des échanges. Et grâce à ces échanges, il y a quelques années, quelques mois, il y a quand même des organisations telles qu'en Ukraine, qui sont tombées il y a 2 ans en arrière, Emotet, pour ne pas le citer. Donc il y a une belle collaboration entre les services qui ont fait que, à 6 h du matin, il y a des gens c'était pas pour les calendriers, mais en tout cas, ça a été démonté. Donc c'est quand même important, le dépôt de plainte, c'est le démarrage d'une action technique pour aller chercher des voyous dans des pays différents. Ça va demander du temps, mais sans ces dépôts de plainte, on ne peut pas être informé. Juste, je ne veux pas parler longtemps, mais je ne vous promets pas qu'on arrivera à trouver vos malfrats et qu'on soldera tout. Je ne vais pas vous mentir. Mais effectivement, si on n'est pas informé de la chose, on ne peut pas remonter l'information. Et tant police que gendarmerie, il y a des organismes, des offices centraux qui travaillent là-dessus et qui collationnent et qui, effectivement, font une sorte de service de renseignement de ces attaques, entre autres. Si vous êtes victime de faux ordres de virement en Ecofi, c'est pareil. On centralise. Si vous ne le dites pas, on ne le saura jamais, on ne pourra pas vous aider. Si vous ne souhaitez pas déposer plainte, au moins signalez-nous les faits. Vous n'êtes pas obligé de déposer plainte. Vous n'êtes pas obligé de faire savoir la chose. On ne va pas le crier sur les toits. Mais contactez-nous. Si vous ne voulez pas perdre de temps, passez par les services spécialisés dont je fais partie. On peut prendre des rendez-vous. C'est possible. Et c'est pour ça qu'on vous laissera le réseau cybermenace. Et puis après, l'ordre, à mon contact, il n'y a pas de souci. On peut vous aider, vous éviter de perdre du temps. Mais aidez-nous à sécuriser l'ensemble de vos confrères et l'ensemble des sociétés dont vous avez la charge. Alors moi, je serais un tout petit peu moins diplomatique que Caroline, parce que dans le contrat groupe, en tout cas pour ceux qui y sont, vous ne serez pas pris en charge, tout simplement, si vous n'avez pas déposé plainte préalablement. Point barre. Donc les 258 dossiers qui figurent là, ce sont 258 dépôts de plainte. Et je pense que c'est loin de refléter la réalité. Ouais. On va avancer, on a parlé, on va rentrer dans le vif du sujet, des préconisations, puisqu'on a vu Guillaume, il avait l'air cabinet sensibilisé. On vous a sorti 6 préconisations. Et je vais m'adresser à Tonino, parce que je sais que tout ce qui est responsable informatique, DSI, tout ça, c'est important, on va dire. Ce sont des amis. Ce sont des amis. Parfois. Et on parle d'audit aussi de votre contrat informatique. Je ne sais pas qui a fait un audit chez lui de son contrat informatique. Moi, je ne l'avais pas fait. Je l'ai fait depuis. C'est assez surprenant. Tu peux nous en dire plus sur les préconisations, les différentes préconisations qu'on peut voir là? Alors, faire un audit de votre contrat, c'est au moins de savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre contrat. Si vous avez un prestataire informatique, c'est très excellent, c'est bien. Mais il faut quand même s'assurer qu'il ait aussi quand même des compétences, des appétences cyber, et que mentionnent les termes de votre contrat. Je vous informe sérieusement, ce soir, vous rentrez, vous ouvrez votre contrat, déjà j'espère que vous en avez un. Si vous n'en avez pas et que vous avez un service informatique, déjà vous avez déjà un souci. Et si vous avez un contrat, regardez-en bien les termes. Il y a des clauses, il y a des choses très importantes. Même de tout petit. Et surtout les petites lignes. Surtout les petites lignes. Alors je vous en citer une de ligne. Il n'y a pas que les assureurs qui écrivent en tout petit. Non, c'est vrai. Mais parfois, souvent. Mais alors, il y a surtout une ligne. Alors, on y met un peu d'humour, parce que même si c'est un thème qui est gravissime, mais on essaye de le dédramatiser, mais enfin, quand on vit des choses comme ça, moi, j'ai pas envie de rire, excusez-moi. Il y a une petite ligne qui est importante sur un contrat, c'est nous ne sommes pas responsables de vos données. C'est-à-dire, on va s'occuper de votre photocopieur, de vos écrans, de votre NAS, des disques durs, de soi-disant des sauvegardes, de plein de choses. Mais en petit, il y a toujours écrit, ah oui, c'est pas comme ça qu'il faut lire, c'est comme ça, pardon. Et puis c'est marqué en tout petit, nous ne sommes pas responsables de vos données. Donc, quand on n'est pas plus responsable que ça, et qu'on s'engage pour sécuriser la donnée, et quand on utilise le terme protection des données, sachez que sur le plan judiciaire, entre sécuriser et protéger, c'est 2 mondes différents. Donc quand vous utilisez le terme protéger, vous êtes responsable. D'accord ? Donc ça, c'est important. On parle de la compétence de votre responsable ou votre sous-traitant. J'en ai fait une petite parenthèse. Alors, est-ce qu'il y a des responsables informatiques dans la salle ? Levez la main. Je pense pas. Il
Il n'y en a pas, sûr? Non, Il y a une main. C'est bon, je peux me lâcher? Très bien. Tu peux te lâcher. Alors, pas trop, parce qu'après, ma commissaire me tire les oreilles, il me dit non, quand même, il ne fallait pas le dire et tout. Ouais, puis bon, je rigole depuis tout à l'heure, parce qu'on a un micro voilà, qui est adapté. Voilà. Bon. Tu vois, c'est pas moi qui perturbe le plus la salle aujourd'hui. Alors, par contre, la compétence, c'est important parce que on peut être. Vous avez tous démarré, on en discutait hier soir, hein, au 17e étage d'un petit immeuble sympa. Tous les cabinets ont démarré tout seuls dans leur chambre en faisant des bulletins de salaire. Je dis dramatisme, mais en général, on a toutes choses. Moi, quand j'ai démarré ma boîte, j'avais un PC. Younes s'en souvient, il rigolait d'ailleurs. Il me dit qu'est-ce que c'est que t'as acheté comme merde. Mais bon, on a tous démarré petit. Le problème, c'est que l'entreprise a grandi, elle s'est développée. Mais vous êtes resté avec la même personne qui travaillait avec votre petit ordinateur, votre petit photocopieur, votre petit scanner. Sauf que cette personne-là, elle est peut-être certainement compétente pour celle-ci, et je ne la critique pas. Par contre, quand vous commencez à suivre le développement d'une entreprise et quand vous dites informaticien, responsable d'un parc informatique ou sous-traitant, vous devez aujourd'hui avoir des appétences en cybercriminalité. Brancher un ordinateur, un NAS, même vous saurez le faire. J'entends souvent dire, vous inquiétez pas, c'est du plug and play, vous savez, ça se connecte tout seul, ça communique, c'est machin, c'est super. Hein. Par contre, il y a des paramétrages très particuliers à faire. On ne paramètre pas un firewall comme ça, c'est faux. On n'installe pas un plan de sauvegarde comme ça, c'est faux. La profondeur des sauvegardes, on en parlera, ça se fait d'une manière très précise. On ne lance pas des sauvegardes sur des clouds comme ça, c'est faux. Il y a une façon de les faire. Donc, assurez-vous vraiment que votre prestataire, non seulement celui que vous signez, mais celui qui vient chez vous, vous savez, le petit monsieur qui vient avec sa casquette un peu retournée, qui laisse son PC le temps qu'il aille pisser un coup, qu'il aille boire son coca, et puis qu'en fin de compte, que lorsqu'il part, il vous a laissé votre réseau ouvert. On est d'accord? Je crois. Donc, assurez-vous de la réelle compétence des personnes qui viennent sur votre réseau. Je rappelle que ce sont vos données. C'est vous qui vous levez le matin, qui avez bossé le samedi, le dimanche. Je connais un petit peu votre métier, parce que j'ai une chère et tendre épouse qui fait partie de votre belle collaboration. Alors, je rigole, mais en période fiscale, j'aimerais pas me faire taper, moi. Hein. On est d'accord? Parce que déjà, vous êtes tous comme ça en période fiscale. C'est très compliqué. Vous avez des sueurs, vous travaillez tard le soir. Le samedi, je dois même, pendant la période fiscale, moi, créer des réseaux pour madame, parce qu'elle voulait se connecter sur mon réseau de mon entreprise. Je lui ai dit, mais tu vas te faire voir ailleurs. Hein, je vais t'en faire un de réseau, mais on l'a sécurisé. Donc, c'est votre travail, c'est vos données, et vos clients vous font confiance. Je suis désolé de vous le dire, mais si j'avais un cabinet demain qui se fait taper au lequel, pour vous donner une idée, moi j'ai été vérifier mon cabinet. Voilà. Je vais être clair, j'ai été voir le cabinet, j'ai dit voir comment tu travailles, où sont nos données, comment tu constitues, etc., etc. Donc cette question est vraiment importante parce que la compétence et l'appétence cyber, ça n'a rien à voir avec un informaticien. Alors là-dessus, je peux un petit peu témoigner, je vais passer de l'autre côté parce que moi je n'ai pas été victime d'une cyberattaque. Par contre, j'ai audité, suite à ça, j'ai un peu audité mon contrat. J'ai eu des sueurs froides. C'est vrai qu'on signe, on fait confiance à ceux qui nous disent. Alors, il y en a des très bons, il l'a dit. Oui. Il y en a qui sont beaucoup moins bons, pour ne pas dire plus, pour ne pas dire incompétents. Comme disait Coluche, je suis même très mauvais. Voilà. Voire escrocs. J'ai eu à peu près le triptyque. Pour vous expliquer, par exemple, moi, on ne parlait pas de sécurisation, il n'y avait pas de devoir de conseil à l'intérieur. Devoir de conseil, on connaît tous dans notre profession. Eux, ils n'avaient pas ça. C'était entretien du matériel informatique. Entretien, ça veut dire pas grand-chose, quoi. Donc, regardez bien vos contrats, c'est important. Là-dessus, je crois qu'il y a un gros travail. Et on vous a mis, Younes a eu la gentillesse de nous préparer des questions que vous pouvez poser. On les verra, on vous les laissera. Alors, le support sera à disposition, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, vous aurez les questions que vous pouvez poser à votre prestataire ou à votre responsable informatique si vous l'avez en interne. C'est les petites questions simplement, ça ne va pas très loin, mais c'est pour savoir, en fait, s'il connaît un petit peu, si c'est un petit peu mis à jour, quoi. Donc ça, je pense que c'était une partie qui était assez importante. Après, on parle d'inventorier le matériel utilisé. Je pense que c'est un point aussi qui est assez important parce qu'on a tous des stagiaires. C'est très important. On a tous des stagiaires, on a tous un petit ordinateur qui traîne dans un coin, et quand le stagiaire arrive, on le branche, et là, on ouvre la faille de sécurité maximum, parce qu'il n'est pas protégé, parce qu'on n'y a pas pensé, parce qu'il n'a pas été mis à jour, parce qu'on ne l'a pas dû à notre prestataire. Voire, tu peux nous parler, par exemple, quand on parle
matériel utilisé, je crois qu'il y a le photocopieur aussi, non? Il y a tout. Alors, souvent, moi, j'ai mon comptable qui vient, il fait bon, c'est la session. Signe-moi, c'est les IMO si elles sont toujours pareilles. Bon, une fois, je rigole parce que je dis, oh, celle-ci, tu peux l'enlever, ça fait quand même un petit moment que je te l'ai dit. Par contre, inventorier le matériel utilisé, c'est vachement important. Si vous pensez, alors, je vous dis ça parce que j'étais, il n'y a pas longtemps, dans une entreprise que je connais bien, c'est les copains, puis il me dit, tiens, on a la visite de notre expert comptable, et je regarde l'état de son PC. J'ai vite compris qu'en fin de compte, il avait pris le PC le plus pourri du cabinet, parce que le sien était en panne. Sauf que sur son ordinateur, il n'y avait pas d'antivirus. Il était monté en VPN direct, en mode admin, tous les cartes en main pour se faire hacker en moins de 4 secondes. Quand je dis en moins de 4 secondes, Younes qui est présent peut vous faire. Il y avait une démonstration tout à l'heure, mais on a oublié de vous le dire, mais comment hacker un code en moins de 4 secondes. Donc, inventarier le matériel, c'est de savoir, vous devez savoir impérativement si vous avez des tablettes, si vous avez des ordinateurs, des iPads, tout ce qui est connecté au réseau de votre cabinet, vous devez être informé. J'insiste bien, vous devez être informé. Si c'est vétuste, ça doit être détruit ou stocké quelque part. Vous avez votre informaticien vous dit ben écoutez, votre matériel est un peu vieux, l'ordinateur il commence à ramer, bon machin chose, allez, il faut le changer. Que devient l'ancien matériel? Bien souvent, c'est stocké dans des endroits non sécurisés où on n'a pas enlevé les disques, donc tous les accès sont dessus, toute l'application métier est dessus. Alors j'ai eu l'occasion de visiter un de mes clients un jour, c'était bête, hein, on avait une salle un peu comme ça, puis je fais c'est quoi tout ça là? Ah, fais-moi ça, c'est rien Tonino, t'inquiète pas, c'est du vieux matériel, ça sert à rien. J'ai le PC qui est là, je dis mais ça c'est le mien, c'est un vieux, DSI d'une très grosse société française. J'ai super, je peux te le piquer, bon si tu veux, puis Marianne fait non, laisse-le. Pour vous dire que le vieux matériel doit être enlevé, vous devez enlever les disques durs ou faites quelque chose avec. Mais inventez le matériel utilisé, vous devez être informé de ce que vous avez. Pourquoi? Parce que comme monsieur, j'ai entendu tout à l'heure, en cas d'attaque, si vous ne connaissez pas la cartographie du matériel et que votre informaticien ne sait pas que vous avez acheté un PC, ou peut-être que lui, il a oublié, parce qu'eux-mêmes n'ont pas la cartographie de vos équipements, c'est triste, mais c'est comme ça, et bien que vous avez laissé un outil connecté quelque part, qui, par là, le pirate est passé. Si vous l'oubliez dans l'inventaire, le pirate est toujours présent chez vous. Vous pouvez relancer toutes les sauvegardes que vous voulez. Vous pouvez nettoyer, mettre tous les antivirus que vous voulez. Il sera toujours présent dans vos murs. Et comme vous imprimez tous en réseau pour faire des économies, n'oubliez pas la photocopieuse. Alors les photocopieurs, merci de rappeler, parce que les photocopieurs, on a tendance à les mettre sous contrat de location. On est d'accord? Oui, non? Très bien. Je pensais que ça dormait, mais non, ça écoute. Alors, quand même. Juste, je vais poser une question sur le photocopieur. Mais... Qui c'est qui a un relevé de compteur automatique dans la salle? Allez, osez, il faut y aller. Et soyez courageux, s'il vous plaît. Voilà. Bon. Alors, il faut savoir qu'un photocopieur, la problématique, c'est qu'il a une excellente mémoire. C'est-à-dire que si, admettons, votre photocopieur tombe en panne demain et qu'il est récupéré par votre loueur, il faut savoir que tous les documents que vous avez scannés dessus restent à tout jamais dans la mémoire du photocopieur. Donc ça s'appelle de la donnée, ça s'appelle de la fuite et de l'extraction de données. La RGPD, c'est cadeau. Et le photocopieur, il est connecté aussi au réseau, non? Ah oui, alors... Donc ils peuvent remonter? Alors le problématique de tous ces appareils, comme les caméras, je vois beaucoup de cabinets maintenant qu'on met des caméras, hein. Donc pourtant vous n'êtes pas une banque, mais on met des caméras parce qu'il faut sécuriser, parce qu'il y a un assureur qui nous dit faut mettre des caméras. Et... C'est sa faute. Je ne sais pas si j'aurai droit à ma bière ce soir, mais bon... Mais on travaille bien, très très bien ensemble. Et en plus, il y en a un autre qui est au fond là-bas, notre assureur, avec qui on travaille. Par contre, tout ce qui est connecté, donc les caméras, les photocopieurs, bien souvent, les applications de ces machines n'ont pas forcément de très haut niveau de sécurité. Les hackers savent très très bien exploiter un réseau de caméras sans problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des failles de sécurité par les fabricants, parce que pour eux c'est une caméra, mais de la façon dont votre service informatique aura installé chez vous ce type de photocopieur, les machines à franchir, tout ce qui va être connecté sur le réseau doivent être sécurisés d'une façon et installés et paramétrés d'une certaine façon. Les machines à café, si vous badgez pour payer, hein, vous n'êtes pas assez gros. Mais... C'est gratuit. Ah, c'est bien, c'est gratuit. Non, mais dans certaines sociétés, vous avez des distributeurs automatiques de boissons, de gadgets ou autre chose. Il y en a qui payent avec un badge, qui sert aussi pour autre chose. C'est aussi un système de données qui peut être piraté, qui peut permettre d'accéder à votre autre serveur. Alors l'année dernière, c'est juste un type d'exemple pour abonder dans ce sens-là.
J'ai une très très grosse société événementielle, organisatrice d'événements comme celui-là, et beaucoup plus gros. Elle fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont passés par le pilotage de la clim à distance. Ils ont bloqué la société pendant 6 mois et ils n'étaient pas assurés en cyber. Alors, il faut savoir qu'en informatique, il y a un mot qui ne s'écrit pas, comme en électronique de puissance, c'est le mot impossible. Je suis dans ce monde-là depuis 2000, où je me suis intéressé profondément à tout ce que l'on pouvait faire sur le plan électronique. J'ai travaillé des très très grands dans le monde entier, sur des applications un peu particulières, et j'ai posé une question à mes développeurs, avec ce boîtier, qu'est-ce qu'on peut faire? On me dit, on peut faire ça, 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 puis j'en avais un qui était mon bras droit, puis que je connais bien depuis très très longtemps. Il me fait, avec ça, Tonino, on peut tout faire. Il faut savoir que le moins possible n'existe pas en informatique, n'existe pas. Tout est attaquable, tout est piratable, tout, sans même la Tesla de monsieur qui me double sur l'autoroute. Mais voilà. Mais c'est important parce que de la façon dont ça, par contre, c'est le paramétrage de tous ces éléments qui sont très importants. Vous prenez la Tesla, vous prenez le plus gros des coffres-forts, la voiture la plus blindée au monde. Si vous ne la fermez pas à clé, vous l'ouvrez, vous montez dedans. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Donc, sécuriser vos données, c'est aussi bien paramétrer vos équipements, c'est aussi maintenir à jour vos logiciels, maintenir à jour vos antivirus, vérifier quand même que quand vous payez des licences, vous savez les factures, là, moi j'étais surpris que certains payent des factures énormes, il est en train de se cacher là, et que les licences n'étaient pas installées. Alors, on est quoi? On est dans l'abus de confiance, on est aussi, on frôle, si je peux me permettre de le dire, même si elle me regarde, fais gaffe à ce que tu dis, on est quand même dans l'escroquerie. Moi, si mon informaticien me fait payer les licences et qu'elles ne sont pas installées, chez nous, en Sicile, on explique les choses. D'accord? Donc vous l'écoutez pas. Voilà. Par contre, vous lisez bien les petites mentions en dessous. Regardez bien, parce qu'on a découvert une chose avec Younes, il vous en parlera tout à l'heure, parce que tu viendras expliquer un truc, Younes, qui est important, qu'on a vu dernièrement, et je t'en laisserai parler. Donc certains vendent des licences, ou des packaging de licences, mais à redondance comme ça. Mais elles ne sont jamais installées. Par contre, à chaque fois que vous prenez un PC, vous prenez 245, 445 de licences. Puis quand vous les regardez, les PC, tu te rappelles? Pourquoi je me cache? Simplement, ma licence serveur officielle devant, c'était bien la bonne que j'ai payée. Sauf que vous avez des serveurs virtuels qui sont derrière. Ils m'avaient laissé les anciennes licences qui n'étaient plus opérationnelles et qui n'étaient plus du tout sécurisées puisqu'elles étaient plus... Et quand on dit plus opérationnel, c'est que le matériel était open, tellement vétuste. Open bar chez moi. Voilà, quand le matériel est vétuste, la problématique, c'est qu'il n'a plus de mise à jour par le fabricant. Donc, quand on fait des migrations de serveurs, en disant, je vous ai fait une migration de serveurs, je te facture tant, et qu'ensuite, il n'y a pas le travail qui a été fait, vous mettez donc, par contre, la facture, vous l'avez bien payée, je vous rassure, d'accord? Mais quand derrière, vous découvrez qu'effectivement, ça n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'en plus, vous êtes responsable d'une faille de sécurité volontaire chez votre client. Et qui c'est qui a payé la facture? C'est un monsieur comme ça, ou c'est un cabinet bloqué, c'est des collaborateurs qui ne peuvent pas travailler, c'est des clients déçus. On a eu un cabinet, on ne va pas dire où il est parce que ça ne se dit pas, il y a une enquête en cours, pendant 3 mois, en pleine période fiscale, au mois de mars, les BS de 500 clients bloqués, les IS bloqués, les bilans bloqués, période fiscale impossible à faire. Vous imaginez la pression. Alors j'ai posé la question, et je termine là-dessus, pour aussi, il y a le ressenti de vos clients, mais il y a le ressenti de vos collaborateurs. J'ai posé la question au service social, qui est un service que vous connaissez bien, qui est un service qui est pas évident quand même. J'entends des sourires là-bas, madame sourit. Donc, elle m'a dit, la personne, nous avons vécu ça comme un viol. Enfin, je sais pas, mais moi je suis un homme, une femme qui me répond, j'ai vécu ça comme un viol, j'imagine comme ça a dû être terrible pour cette personne de ne plus pouvoir travailler, et que le téléphone n'arrête pas de sonner, et ne pas savoir quoi répondre. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va reprendre l'activité, on ne sait pas. Donc quand vous dites, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, j'en sais pas plus que ça, et qu'un client vous met la pression, ça peut vite se compliquer. Donc juste sur cette partie, pour avancer, conseil, audit de votre contrat d'informatique, ça c'est important, faites bien toutes les mises à jour. C'est aussi important, inventoriez votre matériel pour pas qu'il y ait un vieux matériel que vous remettez en fonction. Regardez tout ce qui est connecté à votre réseau. C'est aussi important. Une dernière petite question pour alors bien sûr, à jour, avoir un firewall, un antivirus, tout ça, c'est la base à la date d'aujourd'hui. On n'y revient pas dessus. Une petite question simplement pour Caroline, Kaspersky. C'est Kaspersky, l'antivirus qui est russe. Oui. C'est encore sécurisé, pas sécurisé Au niveau, c'est pour le moment sécurisé. Au niveau de l'ANSSI, parce que
je porte la parole de l'ANSSI. A priori, pour le moment, ils ont tendance à déconseiller, hein, on va dire ça comme ça. Alors, Après, vous faites ce que vous voulez, c'est quand même un antivirus, mais sur le principe, il y en a peut-être d'autres. Voilà. alors, si vous êtes avec cet antivirus, elle ne peut pas le dire, moi je le dis, il le déconseille pour le privé, il l'interdise pour le public. Voilà. Faites votre conclusion. Alors, et le dernier point qui est important, c'est ce qu'on appelle les réseaux publics. Ah Dans tous vos cabinets, vous mettez un Wi-Fi à disposition de vos clients. Alors moi, je suis content parce que quand je viens dans vos cabinets ou dans les cabinets d'entreprise ou chez mes clients, première chose que je vois, je teste leur réseau Wi-Fi. Et il est ouvert sur tout. Donc ça, je trouve ça merveilleux qu'on donne la possibilité à n'importe qui de pouvoir se connecter. Là, je pense que la majeure partie des gens, comme on est dans une salle un peu blindée, qui fait un peu cache faradé, on s'est connecté par le réseau Wi-Fi de l'hôtel, du site. De Verchat. Voilà. Par contre, quand vous voyagez en train, vous allez dans la SNCF, vous voyagez en avion, et puis vous utilisez, ou à l'hôtel, vous utilisez le Wi-Fi de l'hôtel, pourquoi ne pas l'utiliser? Je vais être très simple. Entre un Wi-Fi et votre ordinateur, quelqu'un peut se mettre entre les deux. On va intercepter tout ce que vous allez faire. Mais d'une façon comme ça. C'est très simple à faire. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui se font. Les hackers maîtrisent parfaitement. D'accord? Donc, le réseau Wi-Fi, quand vous devez aller chez vos clients, vous n'avez pas besoin du réseau Wi-Fi de vos clients. Pourquoi? Sur votre portable et avec un partage de connexion sécurisé. Partage de connexion. Pourquoi? Déjà, le Wi-Fi de vos clients est beaucoup plus long qu'une 4G ou bientôt maintenant la 5G. Donc, mettez, c'est votre sécurité, utilisez votre téléphone portable. Et en plus, si vous utilisez le Wi-Fi de votre client, rien ne vous dit que ce client-là que vous allez visiter, dont vous faites la comptabilité, ne s'est pas fait hacker cette nuit. Donc vous allez vous connecter sur son réseau Wi-Fi, vous l'ouvrez, le pirate, qu'est-ce qu'il fait? Une porte s'ouvre, tiens, il y a un nouvel appareil qui s'est connecté. Il va sur votre PC, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes tous en mode VPN, j'espère. Oui, j'espère. Ça a l'air. Je vois des têtes non qui disent non. Donc, et vous êtes en mode VPN sur le serveur de votre cabinet. Pour lui, le pirate, c'est simple, c'est une porte ouverte. Donc, du client, Wi-Fi, VPN, directement au serveur. À minima, allez voir votre prestataire informatique. Ouais. Si vous êtes dans votre cabinet, vous pouvez vous connecter à Wi-Fi, mais le Wi-Fi peut être caché. Inès, tu ne me contrediras pas là-dessus. Il y a des solutions qui existent, qui sont gratuites. Donc, allez les voir. Ils vous paramétreront ça très bien. On va passer sur une autre phase parce qu'on l'a bien vu, le contrat d'assurance n'est pas forcément très connu. Il y en a qui ne savent pas forcément qu'on est couvert cyber. Donc la question, Cédric, alors c'est quoi un contrat? On l'a déjà abordé un peu tout à l'heure. Hein, c'est quoi? Oui, mais je vais juste rajouter, pour aller un peu plus loin, c'est quoi un contrat cyber? On a parlé depuis le début de notre intervention de la cybermenace, de la cybermalveillance. Un contrat cyber digne de ce nom, c'est un contrat qui couvre, y compris ce que l'on appelle dans notre jargon les incidents cyber. Vous renversez votre café sur le serveur, c'est un incident cyber. La garantie cyber telle qu'elle a été conçue par Verspiren et auprès de l'assureur MMA en juillet 2016, c'était pour faire un parallèle, une sorte d'effet miroir de la garantie reconstitution des archives que vous aviez. Si ce n'est que les archives en question, elles étaient de plus en plus numériques et qu'on voyait poindre en 2018 le RGPD. Mais ça n'est jamais que d'abord et avant tout, en cas d'incendie, en cas de dégâts des eaux, les choses classiques de l'assurance, c'est la possibilité de garantir toutes les conséquences d'un incident cyber. Quand je dis toutes les conséquences, que ce soit de la cybermalveillance ou les cyberincidents, c'est tout. On n'a pas un contrat où il y aurait des trous. Il y a certains assureurs aujourd'hui qui se sont effectivement rangés derrière le fait qu'ils ne voulaient plus couvrir les rançons. Je ne vais pas moraliser les contrats d'assurance. D'abord, je ne suis qu'un simple et humble intermédiaire. Mais voilà, nous avons aujourd'hui un assureur qui accepte de continuer à les couvrir, qui couvre tous les frais d'expertise, qui couvre tous les frais de reconstitution de données. Quand je dis tout, jusqu'à une certaine limite, qui est un montant en euros, qu'on va vous montrer, je crois, sur un slide suivant. Donc, la limite de ce contrat aujourd'hui, vous l'avez là, elle a été un tout petit peu revalorisée au 1er juillet 2021, en même temps qu'on a doublé tous les montants garantis en RC. Vous avez dû recevoir des informations, en tout cas pour ceux qui sont assurés au contrat groupe. Vous avez 50 000 € en gestion de crise, 120 000 € en perte de données informatiques. Et pour tout ce qui est, et ça c'est un bloc, les frais supplémentaires d'exploitation, parce qu'il y a rarement, pour ne pas dire jamais, de perte d'exploitation dans ce genre de cas, en tout cas pour ce qui nous est arrivé jusqu'à présent, les frais de notification, la cyberextorsion, et ce qui est fraude informatique, c'est dans une garantie qui a été portée de 20 000 à 30 000 €. Et vous allez dire, mais c'est que dalle. Pour autant, jusqu'à présent, et on le suit pour justement revaloriser tous ces montants, d'abord, ça ne vous coûte rien.
très clairement, parce que ça a été intégré dans le programme grâce aux bons résultats dégagés sur la partie responsabilité civile, mais il y a fort à parier que si les coûts s'envolent, et je vous en ai parlé tout à l'heure avec les statistiques, pas par rapport à la fréquence, mais par rapport au coût moyen de chaque dossier, il est possible qu'à un moment donné, on vous dise ce socle-là, il est effectivement gratuit et il est intégré dans votre contrat de responsabilité civile, mais posez-vous la question de savoir, pour mieux dormir la nuit, et parce que finalement ça vous coûtera moins cher que quelques séances de psy, qui ne sont pas forcément toujours remboursés, ou les fameux médicaments qui vont vous permettre de dormir la nuit, de mémoire, pour doubler ces garanties-là, je crois que c'est 450 € par an. Alors je ne suis pas en train de glisser, ça ne me rapporte rien, 450 € par an, même si c'est sur des milliers de clients. Sachez qu'aujourd'hui, il y a moins de 3% des 8800 cabinets d'expertise comptable qui se sont assurés pour des montants supérieurs à ceux que vous voyez projetés ici. Alors, juste, je précise, attention, on est sur le contrat groupe. Ceux qui n'ont pas le contrat groupe, vous avez tout intérêt à aller voir votre contrat d'assurance parce que vous n'êtes pas forcément couvert. Moi, j'ai un des cabinets qui n'est pas sur le contrat groupe, qui va basculer bientôt. Quand je suis allé me positionner sur son contrat cyber, il m'a dit « mais je vous garantis, vous avez la reconstitution d'archives ». J'ai vu il n'y avait rien de cyber, quoi, reconstitution d'archives. Il était en train de m'expliquer qu'il pouvait me reconstituer les papiers. Là, j'ai pris peur, quoi. Avec, au-delà même des prises en charge financières, des coûts dont je vous ai parlé, il faut savoir que l'intérêt premier, initial, primordial, au-delà même de tout ce que peuvent faire les forces de l'ordre, de police, de gendarmerie, c'est d'avoir un numéro de téléphone unique, 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui est finalement une plateforme en plus multilingue. Donc il saura même comprendre votre informaticien dont vous avez l'impression qu'il ne parle pas tout à fait le même langage que vous. Et vous allez pouvoir, parce que bien évidemment, la majorité des attaques se déroulent la nuit, se déroulent les week-ends, et plutôt les week-ends à rallonge, comme Callot pourrait en témoigner, parce que c'était justement un week-end de 3 jours, patata, ça laisse un peu plus de temps aux hackers pour travailler. Eh bien, toute cette, on va dire, disposition de contrat d'assistance que vous avez parfois dans tout un tas d'autres contrats d'assurance va permettre tout de suite de mandater un expert. Alors on a plusieurs experts avec lesquels on travaille, donc ceux qui seront disponibles, mais en quelques minutes, quelques heures, des experts informatiques vont reprendre contact avec le gérant du cabinet, le directeur, le responsable informatique pour vous aider, vous assister. Et ça, le contrat même de reconstitution d'archives qui ne stipulerait pas que les archives numériques ne seraient pas garanties. Donc on va imaginer qu'effectivement, il y a à un moment donné peut-être une prise en charge pour défaut de conseil de l'intermédiaire qui aurait vendu ce contrat-là, pourquoi pas, mais ça ne remplacera jamais la réactivité qui est primordiale dans ce qui va vous arriver en pareil cas. Alors, on va en reparler après. Réactivité, c'est essentiel, il l'a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas, vous, expert comptable, toujours présent au cabinet. Ça veut dire que vos collaborateurs sont également présents et peut-être seuls. Ça veut dire qu'à côté de votre serveur, vous devez impérativement, et on vous a laissé pour le contrat groupe en dernière diapo, les numéros obligatoires, où dès qu'il y a une problématique, ils doivent appeler ce numéro-là, que vous soyez là ou pas là. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'ils soient au courant. Mais pas que, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient le numéro de contrat d'assurance. Parce que sinon, on va pas les prendre. Donc ça veut dire que ça, c'est impératif quand vous rentrez chez vous, parce que je suis à peu près certain que 99% l'ont pas, moi y compris, donc dès que j'arrive, je vais le faire. Mettez un panneau avec votre contrat, le numéro de téléphone, votre numéro, pour que les collaborateurs puissent appeler. C'est important. On vous a fait une petite fiche à la fin, là-dessus, spécifiquement là-dessus. Juste aussi, parce que je suis sûr que vous avez bien lu votre contrat groupe, il vous impose des petites choses. Et qui viennent en redondance, dont on a déjà parlé tout à l'heure avec Tony. Qui viennent en redondance. Simplement une petite chose dessus. Vous obligez aussi, par exemple, un mot de passe, on va la voir un peu plus tard, mais un mot de passe obligatoire à Vichy, à 8 caractères. Et vous voyez que, au-delà de tout ce que vous avez pu imaginer avant que j'arrive, les assureurs, ils sont méchants. Entre les garagistes, les banquiers et les assureurs, on est toujours sur les 3 premières marches du podium des escrocs, des voleurs, etc. Ok, dont acte. J'ai jamais dit à ma maman d'ailleurs que j'étais dans le monde de l'assurance. Et pour autant, ce que vous allez lire là, devant vous, c'est un effet de largesse incroyable de la part de MMA. Parce qu'il ne vous impose qu'un mot de passe de 8 caractères.
Vous allez me dire, ouais, quand même, déjà, et là j'en vois quelques-uns qui comptent sur leurs doigts pour savoir combien fait son mot de passe d'accès. 8 caractères. À aucun moment, l'assureur, pour le moment, n'a stipulé qu'il fallait un mélange de numérique, d'alphabétique, de caractères spéciaux et autres joyeusetés. Ça va pas tarder. Ça pourrait effectivement arriver, et j'ai récupéré en avril dernier, lors d'une intervention un peu analogue au Pays de la Loire, de la part du représentant local de l'ANSSI, un petit tableau qu'on va vous projeter, qui va vous permettre de voir, avec aujourd'hui et réactualisé d'avril dernier par l'ANSSI, les logiciels dont se servent les hackers pour casser un mot de passe, combien de temps ces logiciels mettent pour casser un mot de passe. Et puis là, je vais vous revoir compter sur vos doigts, le voilà. Donc, quand on parle des 8 caractères de l'assureur, et on y reviendra après parce qu'il y a d'autres préconisations, 8 caractères, seulement des chiffres, c'est instantané. Lettres minuscules, c'est instantané aussi. Mélange de minuscules, majuscules, 2 minutes. 7 minutes pour un mélange de minuscules, majuscules, chiffres, et 39 minutes pour un mélange de minuscules, non, 31 minutes, pardon, non, 39, pour un mélange de minuscules, majuscules, chiffres et symboles. Autant vous dire que si, en repartant d'ici, vous êtes dans les zones rouges que vous voyez apparaître sur ce slide et document qui va de toute façon vous être envoyé, j'aurais presque envie de vous dire, si j'étais l'assureur, mais je ne suis que son humble représentant, j'ai même plus envie de vous couvrir. Et pourtant, est-ce que tu peux, Stéphane, Pascal, revenir sur les préconisations de l'assureur? Les logiciels donc et applications utilisés lorsqu'ils sont mis à jour doivent l'être selon les recommandations de l'éditeur. Ok, un antivirus et un firewall sont installés sur vos systèmes et mis à jour automatiquement. Ok, l'existence d'une sauvegarde des données informatiques déconnectée du système d'information, réalisée au moins une fois tous les 7 jours. Tous les 7 jours. Pourquoi vous ne le faites pas quotidiennement? L'assureur dit seulement tous les 7 jours et une vérification une fois par an. Il est là encore super gentil. On entend par sauvegarde déconnectée toute sauvegarde non accessible en dehors des phases effectives de sauvegarde. Certes. Et si vous ne respectez pas tout ce que je viens de vous dire et qui est projeté là, qu'est-ce qui se passe? Il y en a certains qui tremblent en se disant je vais revenir sur les largesses de l'assureur, qui peut-être ne dureront pas. Si jamais vous ne respectez pas ça, la majorité des contrats de la concurrence disent pas de garantie. MMA vous couvrira avec, et le pauvre Guillaume a été obligé de supporter une franchise doublée. Au lieu d'avoir 1 500 €, ce sera 3 000. Oh, mon Dieu. Ou 300 €, parce que certaines garanties ne sont pas avec les mêmes niveaux de franchise. Au lieu d'avoir 300, ce sera 600. Voilà la sanction pour ne pas respecter ça. Je ne suis pas certain, effectivement, et plus j'en parle, plus je me dis que je vous tiendrai un autre discours peut-être en 2031, mais on ne sera plus à 8 caractères et on sera sans doute à plutôt 25. Je ne suis pas certaine que ça attende 2031. Alors, moi, je vais même être très clair. Alors, Je ne sais pas pourquoi on mettrait un petit nombre de caractères quand les hackers en mettent jusqu'à 72. Si un hacker vous met une clé la plus complexe possible, c'est pour être sûr qu'elle ne sera pas décryptée. Donc pourquoi lui faciliter la tâche d'accéder à vos données, à vos applications, en mettant des mots de passe trop simples? Je vois encore des mots de passe comme Azerty01, Bibiche, le nom du chien, de la chienne, le nom des enfants. Je vois encore la ville suivie du département, comme si le gars était abruti. Vous habitez Béziers, ben Béziers, il sait où c'est quand même. D'accord? Vous habitez Nîmes, parce que je ne vais pas mettre tout le temps Béziers, je vais me faire engueuler après. D'accord? Je vois encore une entreprise. Dernièrement, on était sur Fréjus avec mon cher étant de bras droit Younes. C'était le nom de l'entreprise avec le numéro du département. La personne que vous faites, vous avez besoin de se connecter. Puis Younes, non, c'est déjà fait. Alors, moi, je vais toujours. Le mot de passe, c'est très important. Et je rejoins l'idée. Ton prénom, rappelle-moi déjà. Cédric. Frédéric. Je rejoins l'idée de Frédéric. Cédric, pardon. Oui, en plus, je suis sourd. Alors déjà, je suis borgne, vous imaginez. Donc, d'ailleurs, j'aurais peut-être besoin d'un contrat, mais plutôt pour la vie. Donc, les mots de passe, c'est votre sécurité, surtout sur votre ordinateur, sur vos serveurs, sur vos applications, sur votre téléphone, vos tablettes, sur votre carte bleue, etc. Plus ça sera long, ici, et je rigole parce que même un 8 caractères, 39 minutes, il faut savoir qu'avec des logiciels un peu particuliers et juste une petite commande, on ne va pas vous dire comment elle s'appelle, mais nous, on est très friands. En moins de 7 minutes, c'est tapé. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les hackers ont vraiment des outils puissants, des outils de calcul d'une vitesse phénoménale.
Pour vous donner juste une idée, certains logiciels, à la seconde, c'est plus d'1 million, je ne dis pas de bêtises, Younes, 1 million de combinaisons en combien de temps? En 1 minute 30, 1 million de combinaisons en 1 minute 30. Donc, plus votre caractère, il y aura des mélanges de caractères spéciaux, majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux. Et dans les caractères spéciaux, changez un peu du point d'exclamation et du aérobase. Il y a plein de caractères spéciaux sur votre clavier. Cherchez-les, mettez-les. Et ça va augmenter la difficulté. Et faites des sauvegardes, faites des sauvegardes, faites des sauvegardes. Et je vais poser une question un petit peu iconoclaste, parce que la majorité d'entre vous, si ce n'est tout le monde, On va y revenir. Non, est venu en voiture. Mais juste, qui laisse, vous avez acheté un véhicule neuf ou d'occasion et on vous a fourni un double des clés. Est-ce que quelqu'un d'entre vous laisse le double des clés de la voiture dans la voiture? Enfin, c'est complètement idiot. Si je perds mes clés et que le double est à l'intérieur, eh bien, qui d'entre vous laisse la sauvegarde quotidienne ou hebdomadaire, je m'en fous, au cabinet? Je veux pas de réponse. Donc, sur les sauvegardes, on va y revenir un peu plus en détail tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui ont été intéressantes, déconnectées, on a parlé de sauvegarde déconnectée, des choses comme ça. Simplement, sur les préconisations des codes de bonne conduite que vous devez impérativement avoir dans votre cabinet, et Guillaume en a parlé, ça ne solutionne pas tout, mais c'est déjà du préventif. Ne pas ouvrir de mail dont on ne connaît pas l'origine, bon, ça ne marche pas tout le temps. Ne pas télécharger de logiciels sur vos postes sans l'autorisation du responsable informatique. Attention, les collaborateurs, de temps en temps, peuvent être amenés à télécharger et vous n'êtes pas forcément au courant. Donc, regardez de temps en temps et demandez à votre responsable informatique d'aller voir ça. Bien sûr, on l'a bien vu, ne pas laisser son mot de passe sur un post-it ou sous le clavier ou faites un tour dans vos cabinets, vous allez voir, vous allez rigoler. Surtout au moment des départs en vacances. Eh oui, parce qu'il faut que le collaborateur, le copain, puisse aller se connecter au cas où. Quand il n'y a pas de passage de témoin, on le laisse sur l'écran. Ne pas utiliser le même mot de passe partout, parce que, allez, on va se le dire entre nous, hein. On a à peu près tous le même mot de passe qu'on utilise sur toutes les applis. Donc ça veut dire que s'il le chope une fois, il rentre partout. Donc ça veut dire multitude de mots de passe. Alors je sais, ça devient compliqué. Alors, est-ce que vous avez des solutions pour nous aider justement à avoir ces mots de passe sécurisés quelque part plutôt que sur un cahier à côté? Alors tout ce qui est cahier, bloc-notes, post-it, évitez aussi les jolis fichiers Excel, Word qui sont magnifiquement faits. Le plus beau que j'ai vu, mais il était merveilleux, je crois qu'on l'a pris en photo celui-là. Il y avait, j'ai jamais vu un document super, mais il était comme ceci. Il y avait alors le nom, prénom de la personne, sa fonction, son mail, son mot de passe, son adresse IP, le port. J'ai trouvé ça super. En clair sur un PC, accès à tout le monde. Donc, évitez. Il y a aujourd'hui des solutions. Oui, vous avez par exemple l'ANSSI qui a lancé 2 logiciels. Un qui est gratuit qui s'appelle KeePass. C'est un coffre-fort de mots de passe. Vous pouvez le noter, KeePass. Et l'autre qui est payant, je ne dis pas de bêtises, hein, Younes, il est payant, c'est LookPass. Hein, c'est ça, qui sont recommandés par l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et qui ont testé la vulnérabilité de ces logiciels et qui les ont certifiés. Donc, vous avez des solutions, vous en avez. C'est un peu ce que disait le monsieur ce matin, tout à l'heure, là, qui disait des choses très intéressantes. Tout est faisable. Il y a toujours une solution. À vous d'aller la chercher. Et les solutions, ce n'est pas forcément des grands trucs, c'est des choses simples. Mais faites en sorte que vos collaborateurs travaillent avec ces solutions-là. Après, si vous ne voulez pas avoir un truc informatique, parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu plus réfractaires, vous avez toujours la possibilité de penser à une jolie phrase qui vous est propre. Et vous prenez la première lettre de chaque mot et vous l'adaptez à chaque fois à votre application. Vous rajoutez un caractère spécial ou autre chose, mais c'est votre phrase. Ça ne sera pas la phrase de quelqu'un d'autre. Par exemple, je ne sais pas, moi, il pleut aujourd'hui, I, P, A, etc. Vous faites votre phrase, c'est la vôtre. Et vous mettez suffisamment de caractères avec quelque chose. Alors justement, on a mis un peu, quelque chose d'un peu humoristique. Vous n'arrivez pas à le lire, je vais vous le dire. C'est un mot de passe, c'est comme un slip. Ça ne se donne pas à un inconnu. Ça se change régulièrement. Et ça ne se laisse pas au bureau. Voilà. Donc, vous pourrez la télécharger, afficher-la au bureau. Parce que je pense que nous, les premiers, que ce soit les collaborateurs, il
faut qu'on prenne l'habitude, c'est une habitude à prendre, de changer tout ça. Ça, on l'a vu, on va passer sur les sauvegardes et les règles d'or, parce que je pense que c'est un des points clés de la cyber-résilience. La sauvegarde, je vais être très transparent avec vous. Pas de sauvegarde, vous pliez votre cabinet, vous tirez la clé, c'est terminé pour vous. Vous avez bossé 10-15 ans de votre vie, c'est fini. D'accord? Vous aurez l'alarme à l'œil, ça va piquer un peu, c'est normal, c'est comme ça. Pas de sauvegarde, et ben on peut rien faire. Qu'est-ce qu'une sauvegarde? C'est un outil qui va permettre... Alors, dans sauvegarde, j'entends beaucoup de choses. Faites des sauvegardes, faites des sauvegardes. Pour vous, c'est super. Moi, j'ai fait ma sauvegarde. Waouh, super. Par contre, une sauvegarde efficace, c'est quoi? C'est une sauvegarde qui est déconnectée, qui est régulière, qui a une profondeur de sauvegarde. Est-ce que vous savez ce que c'est quand je vous parle de profondeur de sauvegarde? C'est-à-dire une profondeur de sauvegarde, ce n'est pas un seul disque, c'est peut-être plusieurs. Il s'avère qu'aujourd'hui, le plus long des voyous qu'on a pu voir a été jusqu'à 8 mois dans une entreprise, pénétré dans l'entreprise. Donc si vous n'avez pas de sauvegarde suffisamment profonde, c'est-à-dire plusieurs sauvegardes, ça s'appelle la profondeur de sauvegarde. Donc aujourd'hui, un disque dur, ça vaut 150, 200 euros. Je ne pense pas que les experts comptables soient à 200 balles près. Ça, c'est cadeau. Mais... Alors la voiture blanche qui est devant, c'est la mienne, vous ne lui crevez pas les pneus. Hein. Débarrassez-moi-en parce qu'elle a une panne ou Jeep n'arrive pas à la récupérer, donc je vous donne déjà la marque. Non mais c'est important, la sauvegarde c'est le seul outil. Alors je répète, déconnectée, elles doivent être faites régulièrement. Parce que quand vous travaillez tous les jours, bah forcément tous les jours ça bouge. D'accord? Vous pouvez avoir des sauvegardes qui sont sur des NAS, qui sont déconnectées, aussi des sauvegardes sur les clouds. Alors, ben justement. Puisqu'on en parle, les clouds, les fameux clouds, vous savez le petit nuage. Moi, j'ai toujours aimé cette forme de nuage, parce que c'est dans le ciel. Voilà. Oui, mais nous, on nous explique que dans le cloud, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est sécurisé, puisque c'est le prestataire qui en a la responsabilité, et que même si on est crypté, ça ne remontera pas là-haut. Alors, la sauvegarde dans un cloud, c'est très simple. Vous aurez toujours la même petite phrase magique qui est sur le document qu'il faut tourner comme ceci, qui est marqué « Nous ne sommes pas responsables de vos données ». Un cloud, c'est un prestataire de service qui vous dit « Voilà, j'ai un box, tu y mets les valises, tu mets tout ce que tu veux dedans, moi, je te loue le box ». À l'intérieur, ça ne me concerne pas, ça ne m'appartient pas. Ce qui arrive dedans, si ça prend feu, ce n'est pas mon problème. Et on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut le citer? Je te laisse le faire. Fais-toi plaisir. OVH. Voilà. OVH, qui est l'acronyme de « On vous héberge ». Je vais faire un petit parallèle entre justement les hébergeurs, et je ne vais pas citer celui-ci plus particulièrement parce que tout le monde en a entendu parler en mars 2021, ça a brûlé à Strasbourg. Mais quand vous avez fait un déménagement de votre structure, que ce soit même, pourquoi pas, de votre domicile, vous avez fait appel très souvent à un déménageur, à un transporteur. Vous allez lui confier un carton qui pèse 40 kilos. Est-ce que 40 kilos de facture, il doit savoir ce qu'il y a dedans, ou est-ce que c'est 40 kilos de lingots d'or? Le transporteur, il s'en fout. Vous lui confiez un carton à l'intérieur duquel il y a 40 kilos. C'est tout ce qu'il a à savoir. L'hébergeur, il part du même principe. Il va héberger des données, il va qualifier ça en kilos, octets certes, mais il va qualifier ça. Maintenant, est-ce que ce sont des données fiscales, des données comptables ou les derniers frais de recherche et de développement du laboratoire qui va parvenir à vaincre le virus du sida? L'hébergeur, il n'en a rien à faire. La seule chose qui est écrite un tout petit peu en dessous de ce qui était déjà écrit en petit, c'est qu'effectivement, il peut vous proposer, moyennant sonnante et trébuchante, un doublon de cette sauvegarde, normalement, dans un établissement déconnecté et séparé du premier. Alors, le gros problème d'OVH, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas tout à fait sauvegardé, quand il y a eu des doublons, sur un site différent. C'était SBG3 par rapport à SBG1 qui alimentait SBG3. Je fais une petite parenthèse là-dessus, tu as bien fait d'en parler, parce que j'allais l'oublier. Ça, c'est un détail important. Il faut savoir que les data centers, aujourd'hui, peuvent être en France. C'est pour ça que la RGPD, ça vous demande d'avoir des data centers en Europe. Bien souvent, les data centers vont vous faire une prestation de service, donc de location d'un box, super. Et puis en fin de compte, ils n'ont plus de place. Donc, ils vont sous-traiter un autre data center qui n'est plus forcément dans la communauté européenne, qui est dans un pays tiers, dont vous ne le savez pas, dont ces données peuvent être exfiltrées. Et là, c'est chocolat. Et je vais même renchérir par rapport à une problématique assurance, parce on a en clientèle Interpol, on a en clientèle l'Agence spatiale européenne ou Ariane Group, qui nous a interdit d'avoir des données les concernant sur des serveurs autres que français. Vous allez dire,
bon, ok, Interpol, c'est quand même une société, un groupe international, de même que l'Agence spatiale européenne, tout simplement parce que, et c'est passé complètement à la trappe par rapport au RGPD, ça c'était mai 2018, en juin 2018, il y a eu la signature imposée par les États-Unis à un certain nombre de pays amis, dont fait partie le Royaume-Uni ou la Pologne, du Cloud Act. Et bien sur simple réquisition d'un procureur américain sur un prétexte le plus fallacieux possible, et on a bien vu avec notamment Trump que des prétextes, il peut y en avoir 1000 par jour, eh bien les données du serveur peuvent être transmises aux États-Unis. Si ça, c'est pas de l'intelligence économique déguisée derrière un paravent de juridique, il n'y a pas. Donc, vos données... À l'inverse, nous, quand on fait une réquisition pour les États-Unis, ça arrive bien moins facilement quand même. Donc, vos données, dès lors qu'effectivement il y a un prestat, et je ne dirais pas plus de mal que cela d'OVH, parce qu'effectivement c'est une très belle entreprise française, et qu'on a avec OVH malgré tout un fleuron de ce qui se fait dans le domaine de l'hébergement dans le cloud, mais pour autant, ce n'est pas la solution miracle. Et ce qu'on a totalement oublié, et moi j'en ai un peu entendu parler avec mon métier, c'est qu'il y a 3 ans de cela, vous parliez tout à l'heure des caméras connectées. Ils ont redirigé les hackers 140 000 caméras connectées qui filment les images de vos résidences secondaires, ou pour certains qui pourraient être chasseurs ou animaliers, qui filment dans la forêt les passages des sangliers ou des chevreuils. Eh bien, ces 140 000 caméras connectées ont été redirigées vers OVH, et pour envoyer un mail pour ceux qui avaient leur serveur Outlook ou autre hébergé chez OVH, il fallait 3 jours, et pour recevoir un mail, il fallait 5 jours. Et ça a duré des semaines. Alors, on voit bien la problématique du cloud. C'est un vrai problème. Guillaume, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, il faut que je fasse mon retour d'expérience. Fais un peu ton retour d'expérience, parce que c'était aussi le témoin, et comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé. Alors, il faut savoir que c'est pas facile à vivre, hein, parce que, en fait, c'est un peu une descente aux enfers les premiers jours, parce que le matin, on arrive au cabinet, comme tous les jours, tout va bien. On allume son ordinateur, et puis là, on voit un écran noir avec 3 lignes écrites. Alors, c'est de l'anglais, hein, bien sûr, mais il nous dit gentiment, hein, sympa, hello, comment allez-vous, voilà, j'ai crypté vos données, merci de me contacter, avec 2 adresses mail. Bon. Effet d'expérience, pas plus inquiet que ça, on a déjà eu de crypto, bon, c'est pas grave, on va reprendre une sauvegarde. Sur tous les ordis. Ordi et serveur. Plus rien n'était accessible. Bon, il était de bonne heure, on attend quand même que le prestataire informatique commence sa journée, donc ça se passe quelques temps, on appelle le prestataire informatique, bon, il nous dit pas de problème, on va faire en sorte de remonter la sauvegarde. Puis 1 heure plus tard, on a un autre coup de fil de prestataire informatique. On n'arrive pas à se connecter. Alors c'est très vague, hein. Au début, ils n'osent pas trop dire qu'il n'y a plus rien. Donc on n'arrive pas trop à se connecter. On va voir. Bon, ok. 1 heure plus tard, on nous dit bon, on va venir récupérer le matériel. On revient. On vous tient au courant. Donc après-midi, ils arrivent, ils prennent le matériel, ils partent. Bon. On est serein encore jusque-là, tout va bien, tout est en main. Le soir, on a un coup de fil, on nous dit que en fait, les sauvegardes qui sont sur le NAS sont détruites. Le serveur est détruit, mais pas grave, il y a la sauvegarde cloud. La sauvegarde cloud, c'est très très simple. Quand j'ai su ce qui s'est passé, je suis tombé de ma chaise presque. En fait, vous avez vu les mots de passe, les durées qu'il faut pour les pirater. Donc, en fait, ils se sont connectés au logiciel de sauvegarde, ils ont piraté le mot de passe, et après, ils ont cliqué sur la sauvegarde, ils ont fait un clic droit supprimer. D'une simplicité absolue. Donc, là, on vient de me dire que je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien, et la dernière sauvegarde externalisée, parce qu'on comprend bien que les sauvegardes externe, déconnecté, on n'en fait plus, c'est old school, maintenant on est à l'ère du cloud, moi en tout cas c'est ce que je pensais. La dernière elle date d'il y a 7 mois, hein, donc c'est pas très sympa. Donc arrive la deuxième journée, on la commence, on se dit tiens, on a un assureur, on va peut-être voir si on est couvert, hein, on appelle au secours l'ordre, on dit bon écoutez,
écoutez, j'ai un petit souci. Vous pouvez me confirmer que sur le contrat groupe, on a une garantie cyber, donc on prend contact avec l'assureur. Alors la prise en main était quand même assez rapide, hein, donc c'est MMA hein, qui a assuré le suivi de mon dossier. Et donc ils nous mettent en contact avec effectivement un expert, une boîte qui fait que ça, hein, en fait, hein, qui accompagne les gens qui sont victimes de cybercriminalité. Et donc on a eu un gars effectivement qui s'y connaît, mais bon, assez détaché. Donc c'est lui qui a pris la main effectivement et qui a commencé à travailler à dialoguer avec les hackers. Donc là, il revient vers moi, il me dit, bon ben voilà, il réclame 5 bitcoins, parce que bien sûr, on paye en bitcoin. Hein. Donc à l'époque, ça représentait à peu près 150 000 euros pour débloquer. Donc, et en échange, ils avaient extrait quelques fichiers qui étaient sur notre serveur pour prouver qu'ils avaient bien les données, etc. Donc arrive ce moment-là, bon, on dit qu'est-ce qu'on fait, parce que nos amis policiers nous disent qu'il ne faut pas payer, mais quand on n'a plus rien, on se pose quand même la question. Hein. On se pose quand même la question. Donc l'expert nous conseille, donc nous dit qu'on va emmener tout notre matériel informatique, en tout cas le serveur, toutes les sauvegardes, etc. à Paris pour tenter de faire une récupération de données. Donc voilà, que là il fallait être patient. Ouais, donc on est bien, on est 30 personnes à se tourner les pouces et on nous dit gentiment qu'il faut être patient et que tout va bien se passer, sauf si ça se passe mal. Parce que concrètement, il n'y a aucune assurance. Hein. Troisième jour, là, on commence à avoir la pression parce que notre ami le pirate, il commence à s'impatienter. Et donc là, des coups de fil, c'est pas compliqué, vous payez dans les 5 minutes ou on détruit tout et on divulgue tout. Donc là, on est là, seul face à soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? On paye pas. D'accord ? Donc, alors oui, on avait porté plainte le premier jour, par contre, hein, on avait le temps. Donc on avait porté plainte dès le premier jour. Donc voilà, après c'est pareil, hein, je fais une petite aparté, l'expert nous a bien accompagnés pour faire les déclarations à la CNIL, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même pratique d'avoir quelqu'un qui nous a accompagnés à ce niveau-là. Donc faut savoir quand même que ça fait 3 jours, et en 3 jours, on ne sait toujours pas si le cabinet va rouvrir. On tente de prendre contact avec l'administration fiscale pour dire que les TVA ce mois-ci, ça risque d'être compliqué. On a comme réponse, pas de problème, vous vous connectez sur tous les accès de chaque client individuellement et vous faites une demande individuelle, client par client. Ils ont simplement oublié que tu n'avais plus d'ordinateur. C'est ça. Donc c'est vrai que on se retrouve quand même face à des situations un peu complexes. Alors, je fais une petite aparté. Ce que tu viens de dire, c'est vraiment important. C'est qu'en fin de compte, ça s'appelle aussi une gestion de crise. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas préparé à une attaque cyber, ça va être la panique à bord. Et en général, quand nous on intervient suite à une attaque cyber, c'est la panique à bord. C'est-à-dire personne ne sait quoi faire. Donc le fait de pouvoir, et moi j'apprécie beaucoup ton témoignage, parce que ce vécu, c'est ce que vous risquez malheureusement de vivre un jour. Donc anticiper, on a parlé de surveillance, c'est l'anticipation, mais anticiper qui va faire quoi dans le cabinet, comment je vais pouvoir réagir, qui va contacter qui et quoi et comment. C'est ce que je vous ai mis affiché là, le PCA, le PRA, un plan de continuité et un plan de reprise, c'est indispensable. Ça veut dire que vous devez écrire vraiment tout ce que vous devez faire parce que vous êtes dans des moments de panique. Je suppose, Guillaume, que tu n'as pas forcément bien dormi. Très, très serein. Il y a la fatigue qui s'y met, il y a le stress. Donc si vous n'avez pas bien tout écrit, vous aurez des difficultés, c'est simple. Donc on vous a mis quel est le rôle de chacun. J'ai pris conscience aussi, parce qu'il est gentil, je vais un peu dévoiler, il a appelé l'ordre et on lui a dit il faut que vous communiquiez avec chaque... c'est nous qui lui avons dit de communiquer avec chaque service des impôts. Sauf que c'est vrai, on n'a pas imaginé, parce qu'on n'y est pas nous non plus, donc on va changer aussi nous nos process. Et c'est pour ça que je vous demande, si vous avez des attaques cyber, de le signaler à l'ordre. Vous avez Jules qui est là-bas, qui se fera un plaisir de vous répondre. Nous, on a les numéros, on va vous en communiquer, numéro, mail, et on pourra faire passer au travers du commissaire du gouvernement, qui est le numéro 1 de l'Occitanie, déjà pour faire redescendre.
Et j'en suis désolé si on t'a répondu ça, on réagit nous aussi, on s'adapte, on fait notre PCA et notre PRA pour être le plus opérationnel pour vous. Et imprimez-le, votre PCA, votre Oui. PRA. Je dis ça, je dis rien. Hein. Alors, juste une petite parenthèse pour les sauvegardes. Demandez. C'est bien beau de faire des sauvegardes, qu'elles soient déconnectées dans les clouds, dans tout ce que vous voulez, dans les NAS. Qui, dans la salle, a vérifié en prenant une sauvegarde ce soir, amusez-vous, et à vérifier si vous avez tout et l'ensemble de vos données et vos outils applicatifs. Vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris. Je vous la souhaite dans le bon sens. Mais si vous n'avez jamais contrôlé vos sauvegardes, le jour où vous allez en avoir besoin, même si elles ne sont pas cryptées, elles peuvent être manquantes. C'est-à-dire qu'il va vous manquer la moitié des données. Puisqu'on a vu des gens qui faisaient des sauvegardes, vous avez 1 Tera de données qui sont sauvegardées sur des disques de 500 gigas. Moi, il faut qu'on m'explique, même on m'a répondu un jour, si, monsieur Tonio, nous on a un outil qui compresse. J'ai dit, il doit tellement compresser que celui-là, ça m'a rappelé certains sketchs. Il faut y aller franchement. Donc, au bout d'un moment, on ne peut que compresser ce qui est compressible. Mais on ne pourra jamais compresser 2 fois ou 3 fois un volume. Ce n'est pas possible. Vérifiez vos sauvegardes. Et une petite chose aussi, un petit détail. Est-ce que vous avez besoin de sauvegarder sur des clouds, sur des systèmes, l'ensemble de vos données, de vos cabinets de 10, 15, 20 ans? Faites bien la différence entre l'archivage que Voilà. vous pouvez mettre, et il n'y a pas besoin que ça se sauvegarde tous les soirs, et la sauvegarde, c'est 2 choses différentes, donc ça veut dire qu'il faut faire le tri dans nos données. Donc le temps passant, c'est passionnant, mais c'est vrai que ça passe vite. Non, ça passe pas vite. Hein. Quand on est en plein milieu, je vous garantis que les quelques journées passent pas vite du tout. Je me doute. Par contre, on l'a vu, pour pouvoir aller décrypter tout ça, il doit y avoir des signes peut-être avant-coureurs. On vous a mis des signes qui peuvent vous faire dire que vous êtes en train d'avoir une attaque sans que vous en rendiez compte. Voilà, du style, vous avez des services ouverts sans autorisation. Vous ne pouvez pas vous connecter à une machine, création ou destruction de compte, où vous avez des dossiers qui se sont déplacés. C'est des choses qui peuvent vous alerter et demander à votre informaticienne d'aller voir ça s'il n'y a pas une problématique. Voilà, vous aurez les supports, vous inquiétez pas. Juste une petite parenthèse très, très rapide. Quand vous faites une connexion en TeamWeaver, est-ce que vous savez si quelqu'un est connecté sur votre écran? Comment? Vous avez un écran noir. C'est-à-dire que la belle photo de famille que vous avez sur votre écran, elle disparaît. Vous avez tous vos icônes, mais vous n'avez plus cette belle photo de vos vacances, peu importe, hein, du chien, du machin, on s'en fout. Mais vous avez un écran noir. Posez-vous la question, c'est qu'il y a quelqu'un qui est connecté sur votre PC. C'est tout bête, mais ne pas le savoir, eh ben, vous passez à côté. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de travailler, ben, il y en a un autre aussi qui travaille. Ça, c'est une des façons. Une petite astuce aussi qui est simple. Vous avez tous les sauvegardes, vous utilisez tous Google, ça sauvegarde les mots de passe. Vous avez une fonction très facile dans Google. Alors je sais, c'est pas pratique. Hein. Ça veut dire à chaque fois il faut taper le login, le mot de passe. Mais vous pouvez désactiver la sauvegarde de ces mots de passe dans Google. Parce que ça veut dire que si on prend la main sur la machine au travers de TeamWeaver ou autre, ça veut dire que derrière, ils ont accès à vos comptes bancaires, ils ont accès à tout. Amusez-vous ce soir, vous avez en paramètres de sécurité Google et vous avez vos logins et vos mots de passe, en clair. Donc ça, vous pouvez déjà être hacké sans le savoir. D'ailleurs, vous l'avez été en scannant tout à l'heure le code. Je suis sûr que vous êtes connecté au Wi-Fi, non sécurisé. Je plaisante, Caroline. Malheureusement, je suis sûr qu'il y en a certains qui l'ont fait. Donc, j'ai jamais dit qu'il était sécurisé déjà, c'est toi qui le dis. Voilà. Non, simplement, voilà, on vous a fait un petit code barre. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont connectés au Wi-Fi de Vercham pour s'y connecter. Si on avait été malveillant, regardez, peut-être sur vos téléphones, ils sont peut-être HS, des choses comme ça. C'est très facile. Il y a des sécurités à avoir et on a un résultat, je vous rassure, hein, on voulait simplement les résultats aux questions, donc ça je vous rassure. Simplement, pour terminer, on va regarder une fois qu'il y a la cyber qui est là, on en a parlé là-dessus, comment réagir. La première chose, surtout, déconnecter vos machines, déconnecter la machine. Alors, Caroline va le préciser tout à l'heure, mais ne pas l'éteindre, elle nous dira pourquoi, et ne pas le redémarrer, entre autres. Appeler à l'aide. Responsable informatique, Guillaume l'a bien expliqué, hein, au secours, responsable informatique et après assureur si vous avez une problématique. Et ils vous aideront derrière. Appelez l'ordre aussi pour signaler que vous avez une problématique parce qu'on a des numéros de téléphone qu'on ne communiquera pas forcément, mais qui peut aussi vous aider en fonction de la gravité de la chose.
Donc ça, c'est important. Et après, je crois que, Caroline, vous considérez ça comme une scène de crime. Oui. Ça m'a interloqué, mais c'est la réalité. En fait, pour pouvoir réagir, il faut qu'on ait tout figé. C'est-à-dire, une fois que vous êtes mis en sécurité, que vous avez mis votre ordinateur, vous ne l'éteignez pas parce que ça pourrait avoir des difficultés pour être relancé, ça pourrait perturber ou continuer l'attaque. Mais il faut le mettre hors ligne, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit connecté au monde extérieur. Donc vous enlevez votre réseau Wi-Fi, vous enlevez votre Internet et vous isolez vos machines ou votre machine. Voilà. Mais après, nous, pour faire l'enquête, pour que ça tienne en justice et que, si on a beaucoup de chance et qu'on travaille bien, on puisse aboutir à une condamnation en justice, il faut qu'on ait à chaque fois acté. Et pour qu'il n'y ait pas de modification par nous, par d'autres personnes, c'est comme une scène de crime, effectivement. Il faut qu'on fiche tout et qu'à chaque fois qu'on fait une manipulation, on l'acte. Si vous éteignez votre ordinateur, c'est une manipulation. Si nous, on l'allume, si on l'éteint, c'est pareil. Donc il faut vraiment que vous ne touchiez à rien. Vous appelez tout de suite, que ce soit la police nationale, votre assureur, ils vont vous dire la même chose. Vous avez des sites aussi comme cybermalveillance.go.fr qui vous donnent des bonnes pratiques. Il y a des éléments, on en parlera, enfin je spoil un petit peu, mais il y a des guides pratiques sur pas mal de thématiques, savoir quoi faire et surtout quoi ne pas faire. Et ils ont aussi un système, entre guillemets, de numéros de secours qui commence à se mettre en place. Un jour, ce n'est pas encore tout de suite, mais il y aura un 17 cybersecours qui permettra aussi de servir de relais direct en cas d'attaque. Et voilà, prenez en amont le temps de regarder ce qu'il faut faire et pas faire et imprimez-le. Parce que ces numéros seront utiles. Vous ne chercherez pas, que ce soit votre numéro d'assurance, que ce soit le numéro du contact ou le mail qu'on a. Donc n'hésitez pas, imprimez-le. Et nous, effectivement, il faut qu'on cadre et on a besoin de vous. Vous êtes des professionnels du chiffre, on est des professionnels du droit, et vous avez certainement pu en toucher aussi un petit peu. Pour ça, on est obligé de respecter des canevas. Et en cyber, c'est pareil, il faut qu'on respecte la règle pour pouvoir arriver jusqu'au bout du process juridique. Donc, dans le support final, on vous rajoutera aussi le mail de la cyber de la police nationale qui regroupe en fait toutes les plaintes en fait, qui ont lieu au niveau Languedoc-Roussillon. Ça arrive dans les services cyber spécialisés et ça permet derrière... oui, il me montre le code de la cyber, vous voyez, il vient de sortir, c'est pour ça qu'il le montre. Mais si vous ne lisez pas, c'est pas grave. Hein, c'est un non, peu... oui. Mais ça montre à quel point l'ampleur du début est importante. Si Dalo s'est amusé à faire une Bible aussi épaisse que ça, en réunissant la cyberdéfense, la cyberescroquerie et la cybercriminalité, c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, Dalloz a compris qu'il y avait vraiment des failles importantes, qu'il fallait recadrer tout ça. Donc je pense c'est que bien connu, la police avant tapait avec des bottins, maintenant voilà. il tape avec des Dalloz. On frappe aussi numériquement, mais il n'en parle pas. Donc simplement, on va essayer de faire un petit résumé de tout ça et je crois que... Alors pour ce qui concerne votre numéro de contrat d'assurance et votre numéro d'adhérent, où est-ce que je vais le trouver ? Au retour à mon cabinet, prenez n'importe quelle attestation d'assurance dont vous avez d'ailleurs de toute façon besoin une fois par an pour renouveler votre inscription au tableau, ça figure dessus. Voilà, simplement sur l'attestation. Donc, on résume un petit peu. Première chose, vous rentrez dans le cabinet, vous aurez ça de toute façon. Vous auditez un peu votre contrat informatique pour voir ce qui se passe. Vous auditez également votre contrat d'assurance. Ça, c'est important, savoir est-ce que vous êtes couvert, sur combien. Vous sensibilisez vos collaborateurs, vous faites attention à vos mots de passe, vous faites vraiment un état des lieux de votre matériel informatique pour savoir ce qui est connecté et ce qui peut poser problématique. Après, les sauvegardes, on a bien compris, le cloud, oui, mais pas que. Il faut des sauvegardes déconnectées, ça veut dire des sauvegardes qui sortent du cabinet, ça veut dire des sauvegardes qui ne sont pas connectées au réseau, de la profondeur, ça veut dire que vous allez garder chaque fois, par exemple, chaque sauvegarde de fin de mois, et vous la sortez du cabinet pour que ça n'y soit pas sur 6 mois, ça permet aussi d'avoir une roue de secours au cas où. Au pire, on a perdu 1 mois, 2 mois, on remonte jusqu'à une sauvegarde saine, parce qu'on ne l'a pas dit. Quand les informaticiens vont remonter, ils vont devoir s'assurer que la sauvegarde est saine, puisque vous avez peut-être le virus depuis plusieurs mois. Donc il va falloir remonter jusqu'à l'origine, ou alors ils arrivent à enlever le virus. Donc ça c'est la partie technique, voilà. Après on a l'attaque. Là, heureusement on a le PCA et le PRA écrit, imprimé. Qui nous permet d'être légèrement plus
même si on a bien compris, quand ça vous arrive, c'est le grand stress. C'est pas le grand stress que pour vous, c'est le grand stress pour toute l'équipe, pour tous les collaborateurs aussi. Donc on est en situation... Et les clients aussi. Les clients sont en stress. Et les clients sont si ça se passe assez rapide, voilà, ils seront au courant, mais pas trop. Si ça prend une semaine, on est obligé de les informer. C'est une obligation de les informer. Oui, c'est une bien obligation sûr. de les informer. Il y a la RGPD qui nous oblige. Non, On ne attention. l'écrit pas en gros et en caractère gras non plus. Hein. Non. Voilà, on le crie pas sur tous les toits. Faites-le intelligemment. Voilà. Donc ça c'est important. Donc je crois que derrière c'est franchement faites votre PCA, votre PRA, sauvegarde déconnectée et de la profondeur sur la sauvegarde parce que ça va être l'essentiel pour pouvoir repartir sereinement. Alors, je Oui, me permets vas-y, un petit Guillaume. truc, c'est que moi, mon histoire, elle se termine bien parce qu'au final, la boîte de recouvrement de data a réussi à remonter un des serveurs NAS. Donc, c'est comme ça que j'ai récupéré 98,5% de mes data. Hein, on me l'a confirmé tout à l'heure. Donc, au final, effectivement, j'aurais perdu une semaine de travail, mais le cabinet peut continuer. Et mon assureur a quand même pris en charge une très grande partie des coûts, hein, parce que ça coûte quand même, l'accompagnement, le recours, etc. Et pour la petite histoire, effectivement, parce qu'on a fait des études pour savoir d'où ça venait, alors c'était pas compliqué, donc c'est quelque chose, moi, je ne pouvais pas le deviner, je ne pouvais pas l'anticiper. C'est mon prestataire informatique qui avait demandé à mon prestataire fibre d'ouvrir un port pour faire une installation et le port est resté ouvert. Donc je ne pouvais même pas le savoir parce que c'était même pas moi qui avais fait la demande. Et c'est resté comme ça. Alors bien évidemment, tout ça s'est passé par téléphone, donc les uns les autres se renvoient la balle. On ne saura jamais qui a fait ça. Bizarrement, tous les logs ont disparu, hein, donc tout ce qui est relatif à mon pare-feu a complètement disparu, bizarrement, au niveau de... Voilà. Et donc, sachez vraiment que ça peut venir de nulle part, en fait. De nulle part. Et pour le coup, petite cause, grande conséquence. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que si je n'avais pas récupéré les datas, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que j'aurais payé. Mais voilà, ça peut être quand même très problématique. Et puis il faut être en capacité de payer aussi. Alors, il y avait une négo parce que le spécialiste avait négocié, on était passé de 5 bitcoins à 3 bitcoins. Donc, mais il faut les avoir. On aurait pris un prêt à la banque, on aurait trouvé quelque chose et on aurait fait en sorte d'eux. Hein. Alors, sans garantie. Mais sans garantie, donc c'est. Mais je comprends qu'en situation difficile, et on a vu d'autres personnes qui ont été amenées à payer, voilà, chacun est face à ses responsabilités. L'enjeu du consultant, hein, ça a été vraiment de faire patienter les pirates le temps qu'on ait le retour de l'analyse de récupération de données. Alors, petite précision, vous n'êtes pas sûr aussi de pouvoir déduire fiscalement les bitcoins parce qu'ils ne vous font pas de facture. Juste 2 minutes, ça va durer. Les résultats. Juste les résultats du quiz. Voilà, vous avez scanné un QR code. Il y avait 9 questions. Première question, avez-vous un inventaire complet de tous vos systèmes numériques? À 55%, la réponse a été non. Et je suis sûr que on avait oublié le serveur, on avait oublié certaines... Question numéro 2. Utilisez-vous des mots de passe solides et différents pour chaque service? 57%, non. Je cherche que les questions dans l'ordre. Mon collègue Tu es en train de me dire qu'ils sont plus honnêtes que les commissaires aux comptes? Je ne sais pas. On a fait le même quiz avec les commissaires aux comptes, ils étaient bien meilleurs que nous. Hein. Non. C'était mauvais aussi. Votre système numérique sont-ils mis à jour en temps réel et faites-vous des sauvegardes régulières de vos données? Je vous félicite. À 83%, vous avez répondu oui. C'est excellent. Mais n'hésitez pas à les contrôler quand même. Une question. Vos postes et serveurs informatiques sont-ils protégés par un antivirus? Heureusement, vous m'avez répondu tous à 97% oui. Parce que sinon, je serais vraiment inquiété. Avez-vous un plan de secours face aux cyberattaques? 66%. Vous avez répondu non. Je te remercie, Younes, tu me as mis dans le décalé. Je les recherche. Avez-vous sensibilisé vos agents aux risques numériques? Je vous félicite. Alors,
À 33% non, donc c'est-à-dire que le reste, c'est caché par l'écran, je ne peux pas vous dire le nom de l'écran, mais c'est bien, vous l'avez continué. Alors continuez à sensibiliser vos collaborateurs, c'est vraiment important. Êtes-vous en règle vis-à-vis de la réglementation des RGPD? Ça se dispatche bien, mais à 56% oui, mais il y en a quand même 43% qui n'y est pas. Je ne suis pas sûr qu'on soit déjà dans cette eau-là. Voilà, donc je pense que peut-être qu'il y en a qui ont joué avec la question. Vos agents sont-ils équipés de matériel sécurisé pour le télétravail? 70% oui. C'est pas mal. À vérifier. Si, je pense que là-dessus, quand même, le Covid a fait qu'on s'est de plus en plus sécurisé. Quand même. Faites-vous régulièrement des évaluations de votre sécurité numérique par des audits techniques? 73% non. Alors, pour rebondir là-dessus, un audit cyber, ça dépend bien sûr de la grosseur de votre cabinet, mais ça, on va dire ça prend un minimum 1 à 2 jours. Younes, tu ne vas pas me contredire, ça commence aux 3 000 € et ça peut me monter en fonction de la grosseur du cabinet. Mais je pense que ça vaut le coup, franchement, ça peut valoir le coup de le faire au moins une fois pour voir un peu, pour mettre des warnings. Si vous avez fait le truc RGPD, là, ça vous met des warnings partout. Mais là, c'est pareil, ça vous permet de voir un peu où c'est qu'il faut agir en priorité dans notre cabinet. Voilà, on arrive au terme de cette table ronde. Je crois qu'on peut remercier grandement les intervenants. Parce que franchement, ils ont été super transparents, ils ont joué le jeu. Eric? Oui, juste le mot de la fin. Merci beaucoup. Franchement, c'était un bon moment. Franchement, c'était très sympa. Et merci à tous et à toutes d'être restés pour la plus grande partie d'entre vous toute la journée, parce que je pense que c'est monté crescendo. Bon, ça veut dire que c'était moi qui étais le moins bon le matin. Merci Eric. Mais franchement, l'après-midi était vraiment très très intéressante. Donc toute la journée était très intéressante, mais on a abordé des sujets bizarres, hein, des sujets lointains, mais on a des sujets vraiment là, terre à terre, et des espérances de vie qui nous touchent, parce que on a été quelques-uns déjà à passer. Je crois que toi aussi tu as été voilà. cliqué. Donc quand on s'en sort avec une semaine de travail à moins, nous on a perdu une semaine de données et une semaine de travail. Il y a un cabinet qui a perdu 3 semaines, je ne dirais pas le nom, mais ils sont nombreux, ils ont perdu 3 semaines de travail. Et la réflexion sur le service paye est valable, parce que refaire toutes les payes, les filles, elles étaient au bout de leur vie. Elles étaient au bord de la crise de nerfs. 1000 fois merci, j'espère que vous aurez appris quelques trucs, ça vous aura plu. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. On va essayer d'être encore meilleurs. Et je crois, Eric, je crois qu'on peut le remercier. Et puis, les permanents qui ont participé à tout ça. Les techniciens. On fait comme les concerts, tu sais. Ouais, et Eric, à la batterie. Franchement, il a été à l'heure, il a été à la manœuvre, quoi qu'on peut. Merci. Merci, mais c'est surtout Jules, Nathalie et Jérôme et les techniciens, parce que voilà, au décor. Merci à tous. Merci à tous.